Donc c'est le plan de la séquence 2-6. Hein. Je rappelle que le premier chiffre désigne le cycle de la répétition à la libération, ou d'Ulysse à Dédale, si vous préférez des noms propres. Et que c'est la deuxième année sur ce cycle, d'où le 2. Et le sixième, c'est le sixième atelier qu'on fait de cette deuxième année. Et qui a pour originalité cette année par rapport aux approches précédentes qu'au lieu de le faire sur le mode, je suis dans les genres, hein, dans les genres académiques, au lieu de le faire sur le mode de la dissertation générale, ou de la causerie, comme vous voulez, la conférence, je le fais sous la forme de commentaires de texte, en commentant un seul texte de Nerval, donc c'est pas jusqu'à la fin du cycle en juin prochain. Nous avons commencé ce cycle Nerval, la lecture d'Angélique, la première des nouvelles qui ouvre le recueil des Filles du Feu, nouvelle qui passe toujours inaperçue, qui est un peu sacrifiée à la petite merveille qui suit, qui est Sylvie, qui est célébrissime, mais dont Proust faisait tant de cas, à juste titre. Au point que Proust se sentait découragé d'arriver à une telle perfection. Il y a des grands récits de Nerval sur la folie, Aurélia, etc., qui sont des documents qui ont été commentés par les surréalistes. Vous avez tout dit, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et Nerval n'appréciait pas beaucoup qu'on le réduise à un cas pathologique. Et puis il y a cette nouvelle un peu inaperçue, mais que Nerval a quand même placée en tête du recueil. Ça ne doit pas être tout à fait sans intention. Qui porte un prénom féminin comme l'ensemble des Filles du Feu, Angélique, Sylvie, et qui a longtemps eu mauvaise réputation parce qu'elle tombe un peu des mains, parce que c'est décousu, parce qu'il change d'intrigue tout le temps, parce qu'on ne sait jamais de quoi il parle, ou il change de propos. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on a suffisamment à côté, je pense toujours un petit peu aux nouveaux arrivants, si vous voulez, mais je ne peux que leur conseiller de lire cette nouvelle qui n'est pas très longue. Enfin, c'est assez long pour une nouvelle, c'est court pour un roman, ça fait quoi, une 80 pages à peu près. Et là, nous en sommes donc, la dernière fois, nous avons fait une lecture assez suivie de la 10e lettre, où il se passe quelque chose d'important, puisque pour la première fois, on décolle, ça y est, à pied de Senlis. On a eu du mal, parce qu'il se plaisait bien dans Senlis. On avait déjà du mal à sortir de Paris, mais ça, c'était un peu par contrainte. On était dans l'univers borgésien des bibliothèques, des labyrinthes, à la recherche de ce livre introuvable, de ce roman infaisable. Ce sont des expressions de Nerval. De ce livre introuvable, donc je rappelle quand même pour la xème fois, sur lequel il est tombé en contact en faisant le badaud à la foire de livres de Francfort. Un de ses énièmes voyages, et puis il ne nous dit pas ce qu'il faisait à Francfort, mais on sait qu'il est sur le retour, puisqu'il dit dans 2 jours je serai à Paris. Et là il tombe sur ce bouquin. Le titre l'intéresse un peu à titre bibliophilique, hein, c'est pas les mémoires d'un abbé qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a été défroqué, qui s'est évadé de la Bastille, fait des choses intéressantes. Qui a voulu fonder une république, comment, en plein XVIIIe siècle, en France, comme ça. Oubliez que Nerval a écrit un recueil qui s'appelle Les Illuminés, dans lequel l'abbé de Bucquoy fait partie de la série, et sous-titre Les précurseurs du socialisme. C'est écrit dans les années 1840, tout de même. Hein. Donc, voilà, tout ça, c'est contextuel, je ne m'attarde pas trop. Et il veut acheter le livre, il n'a pas les sous, il n'a jamais de sous en voyage, parce que de mal lui a piqué. Vous n'avez qu'à vous intéresser au dossier. Nerval a souvent été le nègre de Dumas. Et lequel Dumas est un peu nègre sur les bords. Il avait les cheveux frisés. C'est vrai, il était métis. Allez, je passe du propre figuré, c'est pas bien. Il y a des histoires de louis d'or, toujours entre Nerval. Regardez dans la correspondance entre Nerval et Dumas. Dumas écrivait au kilomètre, il avait du succès, et le pauvre Nerval racolait les morceaux. Et donc, il ne peut pas l'acheter. Il dit, c'est pas grave, dans 2 jours, je serai à Paris. À Paris, on trouve tous les bouquins. Puis, il ne le trouve pas. On s'aperçoit assez vite qu'il se débrouille pour ne pas le trouver. Donc, ça devient un anti-roman. Puisque je ne trouve pas le bouquin, il faut que je parle d'autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que nous lisons. C'est étrange comme structure. Et pourquoi il est très important quand même qu'il le trouve, je le rappelle pour une dernière fois, pour une dernière fois aujourd'hui, c'est qu'il venait de paraître, ça c'est l'histoire, c'est pas la littérature, il venait de paraître un amendement juste à son retour d'Allemagne. On était sous Guizot, hein, et puis après le prince Louis-Napoléon qui va encore resserrer les boulons, hein, et supprimer les quelques libertés qui avaient pu se frayer un chemin à la Restauration. Et un amendement qui interdisait aux auteurs
de faire ce qu'on appelait à ce moment-là le feuilleton roman. C'est-à-dire de mélanger la fiction et l'histoire. À la Dumas, vous voyez, les Trois Mousquetaires, etc. Le censeur disait, ou bien vous faites du roman, ou bien vous faites de la fiction, donc on dirait aujourd'hui, ou bien vous faites de l'histoire. Vous n'êtes pas toujours entre les deux, où on ne sait jamais où on en est. Je vous rappelle que la raison principale de l'interdiction, c'est que le public était friand des feuilletons, qui étaient le gagne-pain des jeunes Sud, des Dumas et des Nerval, dans les journaux. Ce public-là était quand même le public des barricades. Voilà, ça c'est la contextualisation historique. Or, Nerval dit, il faut absolument que je trouve le livre que j'ai vu en Allemagne pour montrer que mon personnage, il existe, qu'il est bien historique, que ce n'est pas une fiction. Oui. Et à partir de ce prétexte policier, il nous introduit à un problème insoluble jusqu'à aujourd'hui. Où commence la fiction? Où commence l'histoire? L'histoire. Le jour le plus long. Il y a des amateurs de cinéma ici. Les cinéphiles. Le jour le plus long. Et oui, nous étions sous la botte nazie jusqu'à ce que l'oncle Sam vienne nous en délivrer. L'oncle Tom. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est pas de l'histoire, ça. En 1944, les soviétiques sont à porte de Berlin. Alors, il y a eu un sondage. Je vous le dis parce que vous ne le savez pas. Ça, c'est de l'histoire. Premier sondage. Le premier sondage IFOP. Fin 1944. C'est tôt, hein, quand même. Où on demande au public, dans toute l'Europe, mais là, je vous parle de la réponse française, quelles sont les puissances qui ont le plus contribué à la défaite du nazisme? 77% répondent l'Union soviétique, 25% répondent l'Angleterre, puis les poussières pour tout le reste. Pardon, les États-Unis, et puis les poussières après pour le reste. On pose la même question. 30 ans après, c'est l'inverse. 80% disent c'est les États-Unis. Extraordinaire. C'est quoi l'histoire? Les États-Unis sont intervenus pour pas que l'Europe devienne soviétique. Je rends hommage aux 50 000 gamins qui sont morts sur le plage de Normandie. J'aurais même préféré qu'ils arrivent plus tôt. Ce que suppliait le gouvernement soviétique. Voilà, non, c'est pour vous dire où commence l'histoire, où finit la fiction. Vous savez où? Vous avez de la chance. Allez, on n'est pas là pour raconter des histoires, mais pour réfléchir sur l'histoire. Donc, Nerval, vous voyez, c'est du sérieux. Quand il dit, alors, je fais l'histoire ou du roman, là? Si j'arrive pas à retrouver le bouquin, ben je le publierai tel qu'il est. Je n'inventerai rien. Voilà. Ce sont les préalables à ce que nous lisons. Donc, ça, c'est la partie parisienne, les bibliothèques, ils ne le trouvent pas. Le bouquin est introuvable. Il était là il y a 15 jours, mais il n'y est plus, parce qu'on fait des prêts d'une manière un peu laxiste. On a une bibliothèque. Et là, il y est, mais il y a des rongeurs qui sont arrivés dans les caisses de Russie et d'Athènes. Il y a la souris d'Athènes et le rat de Russie, le rat cosaque, qui ronge les manuscrits. Je ne plaisante pas, c'est dans Nerval. Vous voyez, la trace effaçable. Pas, quand vous voulez vous faire de l'histoire, si les rats... C'est Marx qui disait dans l'idéologie allemande qu'il avait abandonné ses œuvres de jeunesse écologiques, feuerbackiennes et libertaires à la critique rongeuse des souris. Voilà, donc c'est du sérieux quand même tout ça. On a eu du mal à sortir de Paris. Je vous ai dit d'être très attentif à ce que Aristote appelle le déplacement local. On est à Francfort, puis on est à Paris. À Paris, on fait à peu près toute la bibliothèque, l'Arsenal, la Nationale, etc. Sans succès. Jusque cette fameuse 4e lettre, n'est-ce pas, que le grand virage de déplacement local, où on va enfin aller au vert, puisque cette lettre commence comme ceci. J'ai eu l'idée d'aller aux archives de France, où on m'a communiqué la généalogie authentique des Bucquois, le nom de l'abbé sur lequel portent les mémoires du livre. Leur nom patronymique est Longueval. En compulsant les nombreux dossiers se rattachant à cette famille, j'ai fait une trouvaille des plus heureuses. Une foule d'autres archives m'ont renvoyé à d'autres documents qui doivent, je cite, mot pour mot, qui doivent exister à la bibliothèque de Compiègne. Voilà notre Nerval qui était ici d'une précision ahurissante, qui employait des procédés chimiques pour déchiffrer les manuscrits dans les bibliothèques, tout d'un coup et d'un vague, hein, pour qu'on ait une raison valable de quitter Paris et d'aller vers Compiègne. Et je vous ai distribué la carte la dernière fois pour qu'on ait bien le tracé, le déplacement local. Entre Paris et Compiègne, on passe par Ermenonville, où il y a la tombe de Rousseau, et où il y a l'enfance de Nerval à Mortefontaine. Alors je suis obligé de buter sur le signifiant de Mortefontaine. Une fontaine, c'est fait pour abreuver, pour nourrir, pour allaiter. Comment il peut y avoir la mort à la source? Mortefontaine. C'est son village maternel. Ça ne s'invente pas, ça, vous savez.
La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment, c'est la mort ou la morte. Au délice, au tourment. Donc, on est obligé de passer par le valois, ce qu'indiquait déjà à titre symbolique la dernière syllabe du nom patronymique des Bucquois, à savoir Longueval. Longueval, Gérard de Nerval. N'oubliez jamais que c'est un nom d'emprunt, hein, je l'ai déjà dit, je le répète, il s'appelle Gérard Labruni, comme tout un chacun. C'était à la mode à l'époque, hein, Balzac, c'est bon, c'est affubé d'une particule, c'est très à la mode. Voilà. Seulement lui, il ne prend pas n'importe quel patronyme, il prend un patronyme qui le maternise, n'est-ce pas? Car c'est le pays de la mer. La mer est de Mortefontaine, à 3 km de la Chapelle en Serval, alors que son père est d'Agen, prince d'Aquitaine à la tour abolie. Du côté du père, c'est la castration de la tour abolie. Voilà. Et là, eh ben, il ne nous dit pas tout ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire tout ça? Il fait mieux que le dire, il exprime, c'est pas. Il nous dit, j'ai une foule d'archives m'ont envoyé à d'autres documents qui doivent exister à la bibliothèque de Compiègne. Le lendemain étant le propre jour de la Toussaint, je n'ai pas manqué à cette occasion de distraction et d'études. Ben oui, c'est un jour congé, c'est un jour férié. C'est le jour des morts. Il y a des voyages qui sont des pèlerinages. Les pèlerinages font toujours au tombeau. Est-ce qu'on va à la tombe de la mer ou est-ce qu'on va à la tombe de Rousseau? Voilà, je vous ai résumé à peu près tout l'enjeu. Est-ce qu'on est dans le roman personnel, dans le champ psychologique, ou est-ce qu'on va vers le contrat social? C'est un drôle de texte. Et on le dit décousu. Moi, je trouve que c'est le texte un des plus homogènes de la littérature de tous les temps. Et c'est pour ça que je l'inscris dans la lignée de entre Ulysse et Dédale, n'est-ce pas? Entre la répétition qui est le lot fatal du héros de l'Odyssée, qui commence par un carnage épouvantable, le sac de Troie dont il est le froid instigateur avec le cheval, j'invente rien, et qui se termine par le happy end par excellence, heureux, qui comme Ulysse, mais non, pas du tout, qui se termine par un autre carnage épouvantable. Mensonge sur le mensonge que cette happy end, perpétué par les poètes dans des textes admirables, je pense à Du Bellay. Mais enfin, quand vous regardez le massacre des prétendants au retour d'Ulysse, dites donc, il y a des cervelles sur le mur, il y a des flèches qui rentrent dans l'œil, c'est épouvantable. Et chaque fois, c'est à Ulysse qu'en est le froid instigateur. Comme si peut-être tout le reste du parcours, la grande boucle qu'il fait, le haut de Odysseus, n'était qu'un vaste détour pour éluder cette agressivité fondamentale qu'il a en lui, qui fait qu'il réitère le carnage. N'oubliez pas que ce cycle de causerie de la répétition et la libération vient prendre la relève de notre premier cycle, sans l'interrompre, qui s'appelait Entre crise et guerre, philosophie. Vous êtes les enfants des deux plus... Nous sommes, en tant que modernes et contemporains, les deux enfants des deux plus grands carnages de l'histoire de l'humanité. Au XIXe siècle, au siècle du mal du siècle, a succédé le siècle du mal. Je n'y peux rien. C'est comme ça. Il faut donc quand même y penser un petit peu. Quitte à donner un peu de chagrin aux postmodernes qui trouvent que tout ça est bien triste. Donc, on est parti, on a réussi à s'arracher à Paris avec tous ces prétextes d'archives, etc. On n'est pas resté très longtemps à Compiègne, parce que c'est un peu au nord par rapport à Armenonville, regardez la carte. Et à partir de la 10e lettre, on a la dernière fois, on s'est enfin décidé à quitter Senlis, dans laquelle Nerval se plaisait assez, malgré la mélancolie qu'il gagne du fait que ce soit le jour des morts. C'est le jour des morts que je vous écris, pardon, ces idées mélancoliques. Là encore, je suis obligé de le répéter, c'est quand même assez étrange qu'on ait besoin de s'excuser d'être mélancolique le jour des morts. Je vous ai rappelé tout de même que s'il s'excuse, c'est parce qu'il sait très bien que le romantisme est en train de passer de mode. On n'est pas encore dans Baudelaire, on n'est plus dans le romantisme, on est dans le néant. Dans ce qui a été très bien étudié, entre autres par Bénichou, la génération du désenchantement, et la génération qui succède à 1848, aux échecs de la Révolution. Si vous jetez un petit coup d'œil sur un texte beaucoup plus connu que celui que nous travaillons, sur Sylvie, vous avez un extraordinaire résumé de cette époque, auquel Musset a consacré un des livres les plus intelligents du romantisme, Confession d'un enfant du siècle, où Musset analyse assez bien en termes historiques le mal du siècle. Sauf qu'il y fait un volume, Nerval, en 2 pages, il concentre l'essentiel, vous voyez, quand il dit ceci dans Sylvie. Après, alors Sylvie, ça n'a rien à voir, hein, c'est autobiographique,
Ça commence un peu à la Flaubert, une autodérision du héros romantique. Je paraissais tous les soirs aux avant-scènes d'un théâtre en grande tenue de soupirant. Bon. Et puis, très vite, il contextualise son époque, l'époque du narrateur, c'est pas, l'époque à laquelle il est censé parler, d'où il est censé parler. Et il dit ceci, pardon, parce que le papier est bouffant, voilà. Nous vivions alors dans une époque étrange, les années 40, comme celle qui d'ordinaire succède aux révolutions ou aux abaissements des grands règnes. Ce n'était plus la galanterie héroïque, comme sous la Fronde, le vice élégant et paré, comme sous la Régence, c'est Montesquieu, le scepticisme et les folles orgies du directoire. C'était, vous allez vous reconnaître, un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse. Ah oui, vous êtes reconnu. D'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance, d'ennui des discordes passées, d'espoirs incertains, quelque chose comme l'époque de Pérégrinus et d'Apulée. L'homme matériel aspirait au bouquet de roses qui devait le régénérer par les mains de la belle Isis. La déesse éternellement jeune et pure nous apparaissait dans les nuits, nous faisait honte de nos heures de jour perdus. L'ambition n'était cependant pas de notre âge, et l'avide curé qui se faisait alors des positions et des honneurs nous éloignait des sphères d'activité possibles. Il ne nous restait pour asile que cette tour d'ivoire des poètes où nous montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. À ces points élevés où nous guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l'air pur des solitudes, nous buvions l'oubli dans la coupe d'or des légendes, nous étions ivres de poésie et d'amour. Amour, hélas, des formes vagues, des teintes roses et bleues, des fantômes métaphysiques. Vu de près, la femme réelle révoltait notre ingénuité. Il fallait qu'elle apparût reine ou déesse et surtout n'en pas approcher. L'un d'entre eux m'avait posé une question à ce propos en me disant pourquoi il y a cette crainte comme ça de la femme réelle. Il ne faut pas lire Nerval à moitié, la suite à la ligne. Quelques-uns d'entre nous, néanmoins, prisaient peu ces paradoxes platoniques. Et à travers nos rêves renouvelés d'Alexandrie, dites donc changement de décor, Alexandrie c'est la partouze généralisée, agitait parfois la torche des dieux souterrains qui éclairent l'ombre un instant de ces traînées d'étincelles. C'est ainsi que, sortant du théâtre avec l'amère tristesse que laisse un songe évanoui, j'allais volontiers me joindre à la société d'un cercle où l'on soupait en grand nombre et où toute mélancolie cédait devant la verve intarissable de quelques esprits éclatants, vifs, orageux, sublimes, parfois tels qu'ils s'en est trouvé toujours dans les époques de rénovation ou de décadence. Voilà l'époque. Reflux des révolutions. Échec de 48. Donc, je vous l'ai dit, Bénichou a consacré un très bel ouvrage qui s'appelle La génération du désenchantement. L'école du désenchantement qui correspond à cette génération. Donc, Nerval, il appartient à cette époque d'entre-deux. Il n'y a pas que du psychologique dans la folie, c'est aussi assez aliénant de ne pas être encore dans la modernité telle qu'à partir de Baudelaire, puis Verlaine, puis Rimbaud, puis Mallarmé, à s'affirmer. Où il aurait pu avoir des frères. Et il n'est plus il n'a plus droit à l'épanchement élégiaque de la génération d'avant. Quelle solitude. Enfin, comme me pardonne ce style vieilli. C'est lui qui parle comme ça. Il s'excuse toujours de son ton. Alors, et nous nous acheminons vers Armenonville, la tombe de Rousseau, qui inaugure la nouvelle sensibilité romantique. Ça ne s'invente pas tout ça, c'est quand même structuré. Donc nous en étions à Senlis, et en quittant Senlis, il y a enfin cette affirmation, pleine de fraîcheur, la marche à pied à la Schubert, avec ce rythme d'errance feutrée que vous trouvez dans l'admirable passage de Barry Lyndon, n'est-ce pas, où Kubrick a eu la très bonne idée d'utiliser le second mouvement du sublime trio de Schubert, mi bémol, mais vous trouvez encore mieux dans son ultime grande symphonie. Petit timide Schubert a fait une symphonie gigantesque qu'on a trouvée dans ses papiers bien après sa mort. Et vous trouvez le pas de Nerval. Je suis arrivé hier à Compiègne poursuivant les buccois sous toutes les formes avec cette obstination lente qui m'est naturelle. C'est ça le rythme de Schubert, le rythme de ce qu'on appelle en Allemagne le Wanderer, Wander en anglais, l'errance. Je suis arrivé hier à Compiègne poursuivant les buccois sous toutes les formes avec cette obstination lente qui m'est naturelle. Donc, nous sommes partis de Senlis à pied, à travers les bois, aspirant avec bonheur la brume d'automne. On a été là la dernière fois. Enfin, on est parti, et puis c'est bien, c'est positif, aspirant avec bonheur la brume d'automne. La fraîcheur, les champignons, les choses. C'est plus la canicule, c'est pas encore l'hiver. Bon, d'accord, c'est la mort.
l'automne. Eh bien oui, aspirant avec bonheur quoi? La mort. C'est étrange cette nouvelle sensibilité. Nous, on est tellement habitués, vous savez. Ah oui, la mélancolie d'automne. Mais écoutez, mais ça s'est jamais vu dans la littérature des siècles avant le romantisme. Ça s'est jamais vu qu'on fasse l'éloge de la caducité. C'était des contre-valeurs, ça. C'est la mauvaise saison. Alors qu'à partir d'après Rousseau, il faudra, à Chateaubriand, on pourra dire j'entrais avec ravissement dans la saison des tempêtes. Vous voyez l'enchanteur. Hein, j'entrais avec ravissement dans la saison du mauvais temps. Hein, c'est Nietzsche qui disait, pour donner un petit coup à Wagner, Wotan est le lieu du mauvais temps. Lui préférait Nice, bien sûr, un bon postmoderne. Comme nos bobos vont en Croatie maintenant. On n'a jamais assez de soleil pour ceux qui sont, pour la conscience malheureuse. Donc, je ne parle pas de la Corse. Écoutez, en Corse, quand vous en avez marre de la mer, vous vous rincez dans un torrent frais de haute montagne, on va mettre deux voitures. Je ne fais pas de la pub. Voilà, donc, nous sommes partis de Saint-Lys-à-Pied à travers les bois, aspirant avec bonheur la brume d'automne. On est parti donc de Senlis et on se dirige vers Ermenonville. Donc, l'axe nord-ouest-sud-est, grosso modo, 15 km à pied à faire. Je rappelle que nulle part Nerval ne dit que son but est d'aller à la tombe de Rousseau. Son but, c'est de trouver les ruines du château des ancêtres de l'abbé de Bucquoy et de la belle Angélique de Longueval, dont il est tombé par hasard sur un manuscrit en faisant des recherches sur son ancêtre. Ça fait quand même beaucoup de prétextes différents. Et les ruines de ces châteaux, parce qu'il y en a plusieurs, sont censées être du côté de Soissons. Donc nous nous dirigeons vers Soissons, nord-est, sud-est, très bien. Je vous ai fait remarquer que Nerval va toujours en Orient, en Allemagne ou dans le Valois, c'est-à-dire à l'inverse de la marche du soleil et de la marche du temps. Alors encore, c'est pas qu'il y pense, hein. Il fait mieux que le penser, il l'exprime. Et je répète cette phrase, j'ai l'air d'être un peu lancinant. Nous sommes partis de Senlis à pied à travers les bois, aspirant avec bonheur la brume d'automne. C'est agaçant parce qu'on a envie de continuer et moi je fais refaire le premier pas. Eh bien oui, mais c'est que, vous rappelez-vous la dernière fois ce qu'on a vu? C'est que le texte enchaîne. Nous avions parcouru une route qui aboutit au bois et au château de Mont-l'Évêque. Hein. Ça, c'est du réel pour l'instant. Mont-l'Évêque est juste après Senlis quand on reverra Ermenonville. On n'est pas dans l'ordre symbolique là. Par contre, je vous ai fait remarquer que vous n'aviez pas l'édition critique, c'est-à-dire la Pléiade, et que dans la Pléiade, on met en note le fait qu'ici, Nerval a sucré un passage d'une page et demie. Je vous rappelle qu'il n'est pas seul. Je ne voyage jamais dans ces contrées sans me faire accompagner d'un ami que j'appellerai de son petit nom, Sylvain. C'est un prénom très commun dans cette province, le féminin étant le gracieux nom de Sylvie. Fin de citation. Sans compter que dans un autre chapitre, il parlera de la tribu de Sylvanecte qui hantait ces contrées autrefois au Moyen-Âge. Sylvanecte, Sylvie, Sylvain, on est au pays des forêts. On est dans l'ordre symbolique. Il est vraisemblable que sa petite amie ne s'est jamais appelée Sylvie et que Sylvain est le nom du demi-frère redouté du frère de lait. Voilà, mais enfin, ce sont des émanations des bois, des forêts, tout ça. Hein. Toujours est-il que il y a une interruption, il est avec Sylvain. Nous sommes partis, nous, c'est Sylvain et moi. Sylvain ne fait que surgir au moment où on va entrer dans les bois. Et d'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure, disparaître quand on va quitter les bois au-delà d'Ermenonville. Mais n'anticipons pas. Or, si je restitue le texte qui a été sucré par Nerval, donc si je défais la censure, on a ce texte extraordinaire où l'on passe, et ça je vous l'avais signalé, de l'horizontalité qui nous portait jusque-là, le sol ferme qui porte, nous sommes partis de Senlis à pied, aspirant à travers les bois, aspirant à la brume d'automne, à une verticalité inquiétante, qui fait comprendre que Nerval n'avait pas voulu le laisser dans le texte définitif. Voilà le texte qui manque, n'est-ce pas? En regardant les grands arbres qui gardaient à leur sommet un bouquet de feuilles jaunies, et tout d'un coup, regardez, on lève la tête. Dès la première phrase du texte qui a été sucré, on est dans l'axe vertical. On a une rupture orthogonale par rapport à là où on était dans la phrase que je ne vais pas répéter xème fois sur les brumes d'automne. En regardant les grands arbres qui ne gardaient plus à leur sommet qu'un bouquet de feuilles jaunies, Sylvain me dit « Te rappelles-tu du temps où tu venais passer des vacances dans le village? On t'appelait petit Parisien, là je ne cite pas tout à fait de mémoire. Nous allions cueillir des écrevisses. Oui, dit Nerval, je me souviens que tu m'as laissé me noyer dans un remous de l'Oise. Tu m'as dit qu'on pouvait passer et j'ai fait un plongeon dans 6 pieds d'eau.
L'écume verte qui nage près d'une rivière m'a fait croire traîtreusement qu'on pouvait passer, puis j'ai fait un plongeon dans 6 pieds d'eau. Tu t'es enfui en disant que le petit Parisien était allé où il avait voulu et qu'il s'était noyé en patois. Voilà les amis. Sylvain rougit et ne répondit pas. Et bon, c'est un drôle de passage qu'il a sucré. Mais ta sœur qui nous suivait, s'arrachant les mains sur les feuilles coupantes des iris, m'a tiré par les cheveux et m'a sorti de l'eau. Ça fait une admirable scène du fantasme de la noyade, sauvée par la sœur de Sylvain, et qui a été sucrée. Comme si Nerval s'appliquait à gommer dans ce texte que je me classe au-dessus de tout, y compris de ces textes majeurs, ce texte qu'on dit être marginal, comme s'il s'appliquait à gommer, et c'est ce qui me plaît dans ce texte, le roman personnel, pour ne pas être distrait de la direction qu'il affirme depuis le départ, depuis Francfort. En effet, Ermenonville est à 3 km de Mortefontaine. Ermenonville, où il y a la tombe de Rousseau, est à 3 km de Mortefontaine, où il n'y a plus que le souvenir d'une morte, dont la tombe est bien loin de là, puisqu'elle a eu le malheur de suivre son mari dans les campagnes napoléoniennes, tellement qu'elle était amoureuse, elle a laissé le nouveau-né et chez les tantes et les cousines du Valois, et elle est morte des fièvres qu'elle a contractées en traversant des ponts chargés de cadavres, c'est la légende familiale. En tout cas, elle est enterrée encore maintenant en Pologne, à Glogau, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je repose la question, est-ce que Nerval fait un pèlerinage à la tombe de sa mère ou à la tombe de Rousseau? Pour l'instant, il a éloigné le roman personnel. Et nulle part dans ce récit, il n'est question de Mortefontaine, dont il est question si souvent dans les autres récits de Nerval. Ce toponyme maléfique n'est nulle part nommé ici. Donc, nous en étions là. Cette fois, je continue. Nous avions parcouru une route qui aboutit au bois et au château de Mont-l'Évêque. Des étangs brillaient çà et là à travers les feuilles rouges relevées par la verdure sombre des pins. Ce sont les couleurs de Delacroix. Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, dit Baudelaire dans un poème célèbre, je ne sais pas, où il y a une strophe par grand peintre. Delacroix, lac de sang, rouge, ombragé par un bois de sapin toujours vert. Des étangs brillaient çà et là à travers les feuilles rouges relevées par la verdure sombre des pins. Je vous le dis au cas où on serait dans le réalisme naïf. Il y a des couleurs d'époque. Dans la préface de la phénoménologie, Hegel, pour se moquer de la manie de l'identité qu'il y a chez Schelling, vous savez, Schelling, l'homme est minéral, la femme est végétale, l'homme c'est plus, la femme c'est moins, bref, des trucs très à la mode. Et Hegel dit, c'est comme si un peintre n'avait sur sa palette que 2 couleurs, le vert pour les paysages de nature et le rouge pour les paysages historiques. Vous voyez comment on retrouve ces 2 couleurs. Bien. Sylvain me chanta ce vieillard du pays. Voilà qu'on passe, n'est-ce pas, à la petite chanson de marche. Courage, mon ami, courage, nous voici près du village, à la première maison, nous nous rafraîchirons. On buvait dans le village un petit vin qui n'était pas désagréable pour des voyageurs. Mais oui, vous ne pouvez pas comprendre. Non, excusez-moi, je parle comme un vieux. Non, je suis en train de dire, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire quand on a vécu en Afrique. Là, au bout de quelques kilomètres, on s'arrête dans un village, on prend un petit plan sec, on continue, on tourne. 300 kilomètres à rien. Entre Niamey et Agadez, rien. Si vous avez de l'argent, vous êtes blanc ou vous êtes ministre, vous avez des jerrycans sur le toit de la voiture, vous avez de l'eau. Quand vous vous arrêtez, il y a des ombres qui sortent des rochers, des enfants avec des bidons qui demandent de l'eau. Donc je vous le dis parce que, pas confondre la nature et le paysage. Il en faut des millénaires d'efforts pour transformer la nature en paysage habitable. Donc, on buvait dans le village un petit vin qui n'était pas désagréable pour des voyageurs. L'hôtesse nous dit, voyant nos barbes, vous êtes des artistes. Vous venez donc pour voir Chalice. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'abbaye de Chalice. Non? Alors, je vous conseille, parce que franchement, 39 km à vol d'oiseau de Notre-Dame, il ne faut pas le coup de s'en priver. Le plus long, c'est de sortir de Paris. Donc allez-y le dimanche, ça circule bien. C'est d'une beauté tout ce coin-là. Le triangle Senlis, Chalice, Ermenonville. À Ermenonville, il y a la tombe de Rousseau, c'est un bourg, quelques milliers d'habitants, avec un magnifique parc à l'anglaise. Je rappelle que le terme romantique, à l'origine, désigne la manière anglaise de faire les jardins. C'est d'abord ça.
Après, ça se complique. Hein. Mais la première occurrence du mot dans notre langue, dans notre littérature, c'est la 5e promenade de Rousseau. Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et plus romantiques que celles du lac de Genève. Si on y voit moins de vignes et de champs, on y voit plus de forêts, etc. C'est très précis. Je referme la parenthèse. Donc, allez, Chalice, c'est pas une commune, c'est écrit en gros sur la carte, mais il n'y a rien. Il y a un château où Henri IV a abrité ses amours avec Gabrielle d'Estrées, voilà pour closer. Il y a une chapelle délirante, une chapelle de gothique flamboyant avec des gargouilles, des escargots, des choses. Enfin, bref, il y a les ruines d'une abbaye qui fait penser à Walter Scott, d'ailleurs, Nerval y fait allusion. C'est tout. Et c'est un lieu de promenade. Je vous conseille d'y aller pique-niquer, surtout qu'une petite cafétéria juste dans le parc, ça vaut le coup. Donc, Chalice dit, est-ce que cela existe encore? Vous voyez que c'est un petit peu un voyage dans le temps aussi. Hein. Et c'est là qu'il dit, de même qu'il est bon dans une symphonie même pastorale de faire revenir de temps en temps le motif principal, gracieux, tendre ou terrible, pour enfin le faire tonner au final avec la tempête graduée de tous les instruments. Dites donc, quel crescendo beethovénien. Là. Je répète, hein. De même qu'il est bon dans une symphonie même pastorale. Là, il nous donne le secret du genre dans lequel il écrit. De faire revenir de temps en temps le motif principal, ben, la bête bucco, on l'a un peu oublié, hein. Gracieux, tendre ou terrible, c'est terrible. Hein. Et puis tout d'un coup, quelques mesures après, Beethoven, tout d'un coup c'est gracieux. C'est ça la forme sonate. Passons. On pourrait y passer des heures. Je crois utile de vous parler encore de la butte bucquois sans m'interrompre dans la course que je fais en ce moment vers le château de ses pairs avec cette intention de mise en scène exacte et descriptive. Écoutez bien. Sans laquelle ces aventures n'auraient qu'un faible intérêt, dites donc. Ça veut dire que je me fous de votre gueule depuis le début de cette nouvelle. Ça n'a aucun intérêt, l'histoire de la butte bucquois. Ce qui a intérêt, c'est ma mise en scène. Alors profitons des digressions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre histoire. Hein. Mais bon, ce n'est pas celle de la butte bucquois qui est la plus importante. Le final se recule et vous allez voir que c'est encore malgré moi. Non, pardon. La finale se recule encore et vous allez voir que c'est encore malgré moi. Bien. Je saute une petite digression sur l'état des bibliothèques, et nous arrivons précisément à Chalice. C'était le fils du garde qui nous faisait voir le château abandonné depuis longtemps. Donc, un petit paysan du coin qui leur fait visiter les lieux. Hein. C'est un homme qui, sans être lettré, comprend le respect que l'on doit aux antiquités. Il nous fit voir dans une des salles un moine, le terme est souligné, qu'il avait découvert dans les ruines. À voir ce squelette couché dans une auge de pierre, j'imaginais que ce n'était pas un moine, mais un guerrier celte ou franc, couché selon l'usage avec le visage tourné vers l'Orient. Dans cette localité où les noms d'Armen sont communs dans le voisinage, sans même parler d'Ermenonville, Nerval adore délirer avec les toponymes. Situé près de là et qu'on appelle dans le pays Armenonval ou Nonval, Armenonville, excusez-moi, ou Nonval, qui est le terme ancien. Bon, donc vous voyez, on voit de plus en plus l'épaisseur historique de l'endroit où nous arrivons. Et pourquoi j'en parle? Et c'est ça dans mon plan, quand je vous ai dit nous approchons de la tombe de Rousseau. La tombe de Rousseau, puisqu'il y a de grands physiciens ici qui me surveillent si je dis des bêtises, me semble être le barycentre de l'espace dans lequel nous entrons, le centre de gravité. Et vous savez qu'en physique moderne, post-einsteinienne, relativiste, n'est-ce pas, il n'y a pas comme ça l'espace qui est un cadre dans lequel on n'a plus qu'à placer des objets. Non, les objets déforment l'espace par leur masse et pas par leur poids. Hein. Par leur masse, ils déforment l'espace. Et même quelquefois, ils le déforment terriblement, comme près des trous noirs, n'est-ce pas? Je m'arrête là, parce que après je vais dire des bêtises. Donc, la tombe de Rousseau joue ce rôle d'espace hyperdense. Ce qui fait qu'à l'approche de la tombe de Rousseau, l'espace devient celui des déformations auxquelles je vous demande d'être assez attentif. C'est pour ça qu'il s'attarde dans la périphérie de cette tombe, n'est-ce pas? En particulier à l'abbaye de Chalice, 3 km avant d'arriver à Ermenonville. Nous redescendîmes pour voir la chapelle. Je vous saute des passages, je vous ai dit qu'il n'y a qu'un château, une chapelle et les ruines d'une abbaye. C'est une merveille d'architecture, les lancements des piliers, des nervures, on retrouve le Nerval un peu journalistique, n'est-ce pas, qui nous fait visiter, l'ornement sobre et fin des détails révélait l'époque intermédiaire entre le gothique fleuri et la Renaissance. Je vais te faire remarquer que Nerval adore les lisières. Pour nous inciter à aller dans le Valois, rappelez-vous ce qu'il avait dit dans la fameuse 4e lettre où il y a la rupture par rapport à Paris. La vieille France provinciale est à peine connue de ses côtés surtout qui cependant font partie des environs immédiats de Paris au point, POINT, où
l'Île-de-France, la Picardie et le Valois se rencontrent. Dites donc, c'est ni en Picardie, ni dans le Valois, ni dans l'Île-de-France, mais au point où ils se rencontrent. On a souvent dit que Nerval, c'était quelqu'un pour qui les frontières étaient des espaces et non pas des lignes. Eh bien, ce qui est valable pour l'espace est aussi valable dans le temps, n'est-ce pas? Cette chapelle est intermédiaire, regardez bien, entre deux tas d'intermédiaires, n'est-ce pas? Elle révélait l'époque intermédiaire entre le gothique fleuri et la Renaissance. Déjà, le gothique fleuri, c'est la décadence du gothique, n'est-ce pas? Mais une fois entrés, nous admirâmes les peintures qui m'ont semblé être de cette dernière époque. Vous allez voir des saintes un peu décolletées, nous dit le fils du garde. En effet, on distinguait une sorte de gloire peinte en fresque, à la fresca, hein, comme on dit italien à l'eau, sur du côté de la porte, parfaitement conservée, malgré ses couleurs pâlies, sauf la partie inférieure, couverte de peinture à la détrempe, mais qui ne sera pas difficile de restaurer. Les bons moines de Chalice auraient voulu supprimer quelques nudités trop voyantes du style Médicis. Mais oui, on s'attarde, je vous l'ai dit, à l'approche de la tombe de Rousseau, on prend son temps. On devrait foncer sur la tombe de Rousseau. On reste à la périphérie, à Chalice, et on s'attarde sur quoi? Maintenant que vous avez compris que dans les digressions, quel est l'essentiel du message de Nerval, sur la lutte entre le Moyen-Âge et la Renaissance, entre le christianisme et le paganisme, entre les soupirs de la sainte et les cris de la fée. On retrouve toujours les mêmes thèmes, quelle continuité quand même. J'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, il fait allusion à ces deux crises de folie et d'internement. J'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte, voilà pour le christianisme, et le cri de la fée. Eh bien, vous allez voir des saintes un peu décolletées. Dites donc, ça va pas avec les saintes, ça. Hein? En effet, tous ces anges et toutes ces saintes faisaient l'effet d'amours et de nymphes aux gorges et aux cuisses nues. L'abside de la chapelle offre dans les intervalles de ses nervures d'autres figures mieux conservées encore et du style allégorique usité postérieurement à Louis XII. Voilà, je tenais à cette petite digression à Chalice. Il y en a plein d'autres à Chalice, et ça tarde, on prend son temps. Mais juste pour vous dire qu'à chaque fois, la digression est l'occasion d'un message, est toujours le même. Cette lutte entre les deux aspects de notre modernité. Nous sommes des chrétiens païens. C'est ça être moderne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute à moi. On a une jambe qui veut aller à gauche, puis une autre jambe qui veut aller à droite. C'est pas bon, ça, pour l'identité. Pas bon pour l'équilibre psychique. En même temps, c'est ce qui fait notre grandeur. Trois fous. C'est pas moi qui décrète, hein, je ne suis pas médecin. Enfin, trois. Folie emblématique. Dans l'ordre chronologique, Hölderlin, Nerval, Nietzsche. 3 obsédés par le rapport Grèce-christianisme. Il doit y avoir un lien. Il doit y avoir un lien. Personne ne s'est épuisé à penser la différence des deux, l'opposition et la synthèse des deux, comme Hölderlin, par exemple. Il y a une magnifique lettre, il a écrit à la fin de sa vie, juste avant l'effondrement, comme on dit, au retour du fatal voyage à Bordeaux. Fatal parce qu'il a été pour la première fois en contact avec le monde méditerranéen qu'il avait tant rêvé. Bordeaux, c'est Atlantique pour nous, bien sûr, mais pour un Allemand, il y a des oliviers, il y a des femmes brunes, c'est lui qui dit. Les femmes brunes qui foulent un sol doux comme la soie au temps de Mars, quand les jours et les nuits sont égales au cœur. Un magnifique poème qui s'appelle Andenken, qui veut dire, on traduit par souvenir, et qu'il faudrait mieux traduire par évocation, Andenken. Et dans ce poème qui se termine par cette chute qui est un des sommets de la poésie, la mer enlève et rend la mémoire, et le flux et le reflux. L'amour de ceux yeux jamais là fixe et contemple, mais les poètes seuls font de ce qui demeure. Et dans ce poème, très précisément, enfin dans cette lettre où il fait allusion à ce voyage à Bordeaux, cette fameuse lettre où il dit à son ami une des clés de sa folie, je puis bien le dire, comme les anciens héros qu'Apollon m'a frappé, n'est-ce pas? Il dit dedans, mon cher, je pense que le mode de chanter va prendre un autre tour, car depuis les Grecs, nous sommes les premiers. Nous, c'est vous, c'est moi, c'est les modernes. Depuis les Grecs, nous sommes les premiers à chanter originellement, selon la nature et selon la patrie. Depuis 25 siècles. Donc je vous dis, cette opposition-là, j'ai l'air de plaisanter, vous allez voir des saintes un peu décolletées,
Et en effet, toutes ces scènes faisaient l'effet d'amour et de nymphe aux gorges et aux cuisses nues. Il a l'air de persifler, c'est du Nerval, c'est pas du Baudelaire, il tape pas sur la table, c'est pas du Rimbaud, c'est discret. Il y a 1 an, jour pour jour, dit Baudelaire, un homme avec une discrétion qui ressemblait à du mépris a cherché la rue la plus noire de Paris pour y délier son âme. Et il fut toujours lucide. Magnifique hommage de Baudelaire à Nerval, n'est-ce pas? Donc, cette opposition, je vous le dis, nous avons une jambe qui va à gauche, nous avons une jambe néo-païenne, c'est très à la mode ça, néo-nietzschéenne, néo-païenne, anti-totalitaire, anti-monothéiste, vous connaissez ça mieux que moi. Et une chrétienne, je n'ai pas dit catho, hein. Et une chrétienne, c'est-à-dire cartésienne. Non, non, je ne suis pas du tout dans les bondieuseries, le contraire. Il fallait une civilisation chrétienne pour arriver au principe d'inertie. Pour qu'un Descartes dise, non, non, il n'y a pas des nymphes là, dans l'eau, il y a H2O. Il n'y a plus d'immanence. Il n'y a plus de divin. Il n'y a rien de divin autour de nous. Il y a de la matière et du mouvement. Il y a Dieu, hein, mais Dieu, il n'est pas là, il est au-delà. Ça, c'est chrétien. C'est transcendant, c'est plus immanent. C'est pratique parce que Dieu, on ne le rencontre jamais. Donc ici, on peut faire ce qu'on veut. Ici, on est maître et possesseur de la nature. Ça, c'est le monde chrétien. Et puis il y a le monde païen, où on tremble devant le divin, où il faut faire attention de ne pas franchir le bois sacré. Parce que dans le monde grec, on ne pourra pas dire, j'ai pas fait exprès, ça compte pas, hein, chez les Grecs. Vous avez franchi le bois sacré, vous êtes coupable. Parce que nous pâtissons, nous reconnaissons que nous avons failli, dit un magnifique chœur dans Sophocle. Voilà, je m'attarde un peu sur ces oppositions, parce qu'elles sont encore les nôtres. Hein? Hippolyte, le grand traducteur de Hegel, dit, en postface à la philosophie du droit, au testament politique de Hegel, on peut discuter les solutions de Hegel, mais les problématiques qu'il pose, celles de la contradiction entre l'idéal antique pour lequel la cité est le but du monde des citoyens, l'ici-bas, la cité, pas la transcendance, pas la conscience malheureuse qui est la nôtre, la conscience écologique, bref, non, conscience qui trouve son accomplissement dans la cité, qui s'évade de la nature dans la cité, on ne va pas faire plus opposé à notre idéologie dominante. Entre ce monde-là et le monde chrétien, qui est le monde non plus de l'être, mais de l'être disparu, c'est-à-dire de l'essence, de l'au-delà, il dit on peut discuter ces solutions, mais ces problèmes sont encore les nôtres. Revenons à Chalice, ou plutôt quittons Chalice, puisque s'y est un peu attardé, en quittant Chalice, donc il faut bien qu'on arrive, ça y est, on va y arriver, hein. Allez, au trou noir. Il y a encore à traverser quelques bouquets de bois, puis nous entrons dans le désert. Ça s'appelle comme ça encore maintenant. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu d'énormes coupes d'arbres fin du 8e siècle, les guerres avec l'Angleterre, il fallait faire des bateaux, puis les guerres napoléoniennes, et comme c'est du sable, auquel nous devons ces admirables paysages de forêt, parce que nos ancêtres ne sont pas idiots, hein, s'ils ont laissé les forêts là, c'est qu'il n'y avait rien à gratter, c'était du sable en dessous. Donc, quelquefois, on a tellement coupé d'arbres que le sable n'a pas repoussé, et ça donne la mer de sable pour ceux qui ont des enfants qui sont allés passer le week-end à la mer de sable à Chalice, ils comprennent ce que je veux dire. Allez-y, les enfants, il y a des tas d'animations. Il y a les cow-boys et les Indiens dans les dunes, il y a les mêmes chameaux. Donc, il y a assez de désert pour que du centre, on ne voit point d'autres horizons. Pas assez pour qu'en une demi-heure de marche, on arrive au paysage le plus calme, le plus charmant du monde. Ça fait 2 fois qu'il prend ce temps-là. Tout au début, dans la 4e lettre, toujours pour nous tenter de quitter Paris, il avait dit, le passage que j'ai commencé à citer, la vieille France provinciale est à peine connue, de ses côtés surtout, qui cependant font partie des environs immédiats de Paris, au point où l'Île-de-France, la Picardie et le Valois se rencontrent. Maintenant j'enchaîne. Il est permis de rêver les plus belles bergeries du monde. Et il y a tout d'un coup une amplification à ces endroits limites. Mais là, pareil, au moment où on va arriver à ce que moi je dis être le but du voyage, mais il ne nous l'a pas dit. Il a dit qu'il fait faire un petit détour par Armenonville, par un pèlerinage le jour des morts à la tombe de Rousseau, c'est tout. Mais en fait, on va vers les châteaux de Bucquoy. Donc, on arrive au paysage le plus calme, le plus charmant du monde. Une nature suisse, comment Suisse en Île-de-France, une nature suisse découpée au milieu du bois, par suite de l'idée qu'a eu René de Girardin d'y transplanter l'image du pays dont sa famille était originaire. L'aristocrate Émile de Girardin, dont le vrai nom était Gherardini, d'origine du Piémont, qui a invité Rousseau à venir mourir, si je puis dire. Enfin, de fait, Rousseau est mort 6 semaines après avoir accepté l'invitation, mort heureux d'ailleurs.
avait transformé, avait déjà fait ce que Edgar Poe, dans une nouvelle extraordinaire, appelle le jardin-paysage. Si je fais une petite transition pour vous recommander une lecture délicieuse, au sens rousseauien, c'est-à-dire libido orale, délicieuse. C'est un grand fumeur d'opium, vous savez, Edgar Poe. Oui, Edgar Poe, c'est comment on dit, c'est macabre, c'est horrible. En général, Edgar Poe, c'est Bérénice à qui on arrache les dents dans son tombeau, c'est épouvantable, les nouvelles d'Edgar Poe. Non, mais il y a deux nouvelles délicieuses, il y en a plusieurs, mais il y en a deux. Le domaine d'Arnheim, c'est une ville qui existe en Hollande, et le cottage Landor, Landor. Les deux sont dans les histoires grotesques et sérieuses. Vous savez qu'il y a 3 grands volumes, hein. Je ne parle pas des poèmes, je parle des nouvelles. L'histoire extraordinaire, tendue par Baudelaire, à chaque fois, bien sûr, les nouvelles histoires extraordinaires, où il y a l'introduction de Baudelaire, qui est peut-être le plus grand texte théorique et esthétique de Baudelaire, les fameuses notes nouvelles sur Edgar Poe, et puis l'histoire grotesque et sérieuse dans laquelle vous trouvez, je vous le dis très rapidement, le pitch, c'est Poe imagine, il a que ça à faire, il est dans l'alcool, il a encore perdu sa jeune femme de 14 ans, de maladie, bref, il a emprunté à un voisin un drap pour l'enterrer, et il s'est remis à boire, et donc dans ce rêverie fumeur d'opium, il imagine un jeune aristocrate qui a hérité d'une fortune qu'il ne faut même pas essayer d'imaginer, parce que c'est par cumulation des ancêtres qui sont organisés dans le testament pour qu'on ne puisse pas avoir le testament avant plusieurs générations, bref, et qui peut donc réaliser son rêve. Or cet homme avait des théories pragmatiques, comme beaucoup d'anglo-saxons. Il avait une théorie du bonheur, ce qui est très 18e siècle, il disait qu'il y a des conditions pour le bonheur, quand même pour tout le monde, c'est qu'il faut d'abord le libre exercice du plein air, ça aussi c'est très anglo-saxon, c'est un grand sportif pour un grand nageur, il faut être en bonne santé en gros, il ne faut pas avoir une rage dedans. Deuxièmement, il faut avoir un minimum de moyens matériels, et troisièmement, avoir une aspiration indéfinie. Or lui, son aspiration indéfinie, c'était de réaliser un art qui n'a pas été assez cultivé, c'est l'art du jardin-paysage, et j'y arrive. Vous voyez ? Mais à une échelle, à cause de la fortune dont il va hériter, Edgar Poe se régale à imaginer un décor où chaque brin d'herbe a été pensé. Mais quand vous y êtes, vous avez l'impression que c'est la nature. C'est exactement ça. Si vous y allez, allez-y, hein, c'est pas loin. Il y a des endroits où vous croyez que c'est des vraies collines, des montagnes, des lacs, des étangs. En fait, tout ça a été aménagé, c'est des pays de marécages et de forêts à l'origine. Hein, il suffit de décaler un peu les eaux et puis on a tout ce qu'il faut. J'ai vu une loutre déchirer un brochet en deux devant moi, et autrefois, il n'y a plus de loutre maintenant. C'était mon année de terminale. Donc, une nature suisse découpée au milieu du bois par suite de l'idée qu'a eu René de Girardin d'y transplanter l'image du pays dont sa famille était originaire. Je fais une parenthèse un peu longue pour vous parler d'un décor où vous croyez être dans la nature et il n'y a rien de plus artificiel. On est en plein dans la synthèse de choses contradictoires. Et là, on n'a plus qu'à foncer la tombe de Rousseau, qui est, je vous le rappelle, dans une île, la fameuse île des Peupliers, au milieu de l'étang principal du domaine dans lequel nous arrivons. Mais non, il va d'abord vers le château. Quelques années avant la Révolution, le château d'Ermenonville était le rendez-vous des illuminés qui préparaient silencieusement l'avenir. Et voilà que ce château, on a bien fait de faire un détour par là, a tout d'un coup une importance dans l'histoire de la pensée et même de la politique. On a vu, dans les soupers célèbres d'Ermenonville, on a vu successivement, vous ne connaissez pas tous ces noms-là, mais c'est les illuminés, vous n'avez qu'à lire son recueil, le comte de Saint-Germain, dont on sait qu'il avait eu plusieurs vies, pour ceux qui connaissent un peu. Mesmer, le mesmérisme, le magnétisme. Cagliostro, développant dans des causeries inspirées des idées et des paradoxes dont l'école dite de Genève hérita plus tard. Je crois bien que M. de Robespierre, le fils du fondateur de la loge écossaise d'Arras, tout jeune encore, peut-être encore plus tard Sélancourt, vous savez que c'est un de mes écrivains préférés, Saint-Martin, Dupont de Nemours et Cazotte vinrent exposer soit dans ce château, soit dans celui de Le Pelletier, les idées bizarres, pour ceux qui sont le livre, hein, c'est à page 123, les idées bizarres qui se proposaient les réformes d'une société vieillie par de l'Ancien Régime, laquelle dans ses modes même, au sens propre, hein, la mode, avec cette poudre qui donnait au plus jeune front un faux air de vieillesse, indiquait la nécessité d'une complète transformation. Nerval hésite.
dans ses souvenirs historiques, il n'est plus dans le roman personnel du tout, là. Saint-Germain appartient à une époque antérieure. C'est lui qui a fait voir à Louis XV dans un miroir d'acier son petit-fils sans tête. Comme Nostradamus avait fait voir à Marie de Médicis les rois de sa race dont le quatrième était également décapité. Ceci est de l'enfantillage. Nerval essaye de résister à la superstition. Ce qui révèle les mystiques, c'est le détail rapporté par Beaumarchais, que les Prussiens, arrivés jusqu'à Verdun, se replièrent tout à coup d'une manière inattendue, d'après l'effet d'une apparition dont leur roi fut surpris et qui lui fit dire « N'allons pas outre », comme en certains cas disaient les chevaliers. Les illuminés français et allemands s'entendaient par des rapports d'affiliation. Tout ça est historiquement tout à fait justifié. Les doctrines de Weishaupt, on en reparle, et de Jacob Böhme, qui a une si grande influence sur Hegel, le grand mystique médiéval allemand, avaient pénétré chez nous dans les anciens pays francs et bourguignons par l'antique sympathie et les relations séculaires des races de même origine. Le premier ministre du neveu de Frédéric II était lui-même un illuminé. Beaumarchais suppose qu'à Verdun, sous couleur d'une séance de magnétisme, on fait apparaître devant Frédéric Guillaume son nom qui lui aurait dit « retourne », comme le fit un fantôme à Charles VI. Ces données bizarres confondent l'imagination. Seulement Beaumarchais, qui était un sceptique, vous voyez que Nerval revient à la lucidité à travers Beaumarchais, a prétendu que pour cette scène de fantasmagorie, on fit venir de Paris l'acteur Fleury, qui avait joué précédemment aux Français le rôle de Frédéric II et qui aurait fait allusion au roi de Prusse, lequel depuis se retira, comme on le sait, de la confédération des rois ligués contre la France. Et là, il y a cette phrase. J'ai été obligé de faire tout ce détour pour ne pas la sauter. Le souvenir des lieux où je suis m'oppresse moi-même. De sorte que je vous envoie tout cela au hasard, mais d'après des données sûres. Un détail plus important à recueillir, c'est que le général prussien qui, dans nos désastres de la Restauration, on sortait à peine des désastres de l'Empire, prit possession du pays, ayant appris que la tombe de Jean-Jacques Rousseau se trouvait à Ermenonville, exempta toute la contrée depuis Compiègne des charges de l'occupation. C'était, je crois, le prince d'Anhalt. Souvenons-nous au besoin de ce trait. On finit par y arriver. Rousseau n'a séjourné que peu de temps à Ermenonville. S'il y a accepté un asile, c'est que depuis longtemps, dans les promenades qu'il faisait en partant de l'ermitage de Montmorency, il avait reconnu que cette contrée présentait un herborisateur des familles de plantes remarquables, dû à la variété des terrains. En nous levant, nous allons parcourir les bois, encore enveloppés des brouillards d'automne. Chaque fois qu'il parle des bois, vous voyez, nous sommes partis de Senlis à pied à travers les bois, aspirant avec bonheur la brume d'automne. Et là, il y a toujours un mélange de brume, de brouillard. Nous sommes dans Watteau. Nous sommes dans Corot, qui était l'exact contemporain. D'ailleurs, le tableau le plus célèbre de Corot, c'est sans doute le souvenir de Mortefontaine, si vous regardez bien. C'est-à-dire, lorsque Nerval dit le voyage à Cythère de Watteau, on parle de brume, Cythère, c'est la Grèce, c'est Apollon, c'est des couleurs nettes. Vous savez que les peintres impressionnistes, quand ils en ont eu marre du flou de l'Île-de-France et de la brume, se sont taillés dans le Midi, en Arles, pour Van Gogh, à Aix, pour Cézanne. C'est les post-impressionnistes. Alors, c'est plus du tout du flou, là. Hein, c'est du rouge sur vert, du lumineux. Et même, quelquefois, jusqu'à Tahiti. Même si, je vous l'ai déjà dit, l'ultime tableau de Gauguin à Tahiti, en nourrir, c'est un village breton sous la neige. Car, comme dit le bateau ivre, je regrette l'Europe aux anciens parapets. Et la boucle se boucle, n'est-ce pas? La boucle de l'excentricité. Les souvenirs de lieux où je suis m'oppressent moi-même, de sorte que je vous envoie tout cela au hasard, mais d'après des données sûres. En nous levant, nous allons parcourir les bois encore enveloppés de brouillard d'automne. Je continue sur cette histoire de brouillard, parce que, je vous l'ai dit, Nerval est intermédiaire entre le romantisme et la modernité littéraire qui va commencer à partir de Baudelaire et qu'on appelle l'impressionnisme des conquis de la littérature et qu'on est dans les arts plastiques. Et où la sensation, l'impression, le corps, comme on dit aujourd'hui, vont être plus importants que les idées du XVIIIe siècle ou le sentiment, l'époque romantique. C'est précis, ces choses-là. Je vous recommande pour ceux qui enseignent, surtout pour ceux qui enseignent les lettres, quand vous avez des élèves. Vous leur faites lire un texte, un commentaire de texte, vous leur demandez simplement de noter les mots qui expriment des sentiments. Joie, peine, jalousie. Bon. Des mots qui expriment des impressions, rugueux, lisses, lumineux, obscurs. Des sensations. On est bien loin, c'est pas pareil, même si c'est le même radical, c'est sentir dans les deux cas. Et ceux qui expriment des idées. Ça vous permet de classer immédiatement les courants littéraires. Oui. Et vous serez surpris de voir que chez Rousseau, qu'on dit être précurseur du romantisme, j'aime pas beaucoup cette expression, parce que ça veut dire qu'il fait un peu ce que les autres vont faire encore plus après. Non, 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 non. Il faudra attendre la modernité pour reprendre ce que Rousseau avait découvert. Chez Rousseau, il y a des sensations plus que des sentiments.
Le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu, mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, c'est pas du sentiment, ça. Suppléé au mouvement interne quand la rêverie éteignait en moi. Vous voyez bien. Et donc, je reviens à ces brouillards, à la fin de cet admirable poème sur l'exil qui est le signe de Baudelaire. Poème sombre, poème sur l'exil, hein, un des rares dédicacés à Victor Hugo qu'il détestait mais à qui il rend hommage parce que c'est quand même l'homme de l'exil. Il est à Guernesey à ce moment-là, Hugo. Et Baudelaire a une pensée émue pour lui. Je pense à tous ceux qui ont perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais. J'ai un trou de mémoire. Ah oui, à la négresse amaigrie et phthisique, piétinant dans la boue, et cherchant l'œil hagard des cocotiers absents de la superbe Afrique derrière la muraille immense du brouillard. Enfin voilà, il passe en revue plusieurs figures de l'exil, à commencer par le signe qu'il a inspiré, un signe qui s'est évadé d'une ménagerie près du Louvre, là, et de ses pieds palmés frotter le pavé sec. Et à la fin, il y a cette chute aussi dans la forêt où mon esprit s'exile. Un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Vous voyez, il y a une note d'espoir à la fin, dans la forêt et dans le brouillard. Et le brouillard, il est aussi sonore, c'est le son du corps, qui n'est pas clair comme un coup de cymbale. Le son du corps, c'est toujours à la fois proche et lointain. C'est une poitrine. Si vous remarquez bien dans les films de corsaires et de pirates, quand on voit tout d'un coup un grand navire à voile sur les flots, il y a toujours une sonnerie de corps. Remarquez bien, les musiciens de film, ils ont comme ça le pif, ou l'oreille. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, vous voyez l'intériorisation, Nerval est le premier à le faire. Je suis en train de dire que le romantisme est déjà une intériorisation par rapport au classicisme. C'est déjà une musicalisation des arts plastiques. Et avec, à partir de Baudelaire, l'impressionnisme, on a une intériorisation du romantisme. C'est dans les manuels de littérature, je ne m'attarde pas trop, vous devriez le savoir, que le paysage, à partir de Baudelaire, c'est le paysage intérieur. Ce n'est pas une description, c'est une allusion, c'est une évocation. Regardez l'invitation au voyage, c'est un paysage qui n'existe nulle part. Il y en a qui cherchent si c'est la Hollande ou le Portugal, c'est pas l'invitation au voyage. Alors que la réponse est dans le texte, extraordinaire qu'on le cherche quand même, sur un atlas. Oui, la réponse est dans le texte. Tout y parlerait à l'âme en secret. Allez, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret. Sa douce langue natale. C'est le paradis perdu qui est à la base de toute cette poésie-là, c'est tout, c'est dans la naissance. C'est un souvenir métaphysique, c'est pas un souvenir psychologique, donc c'est pas la peine de chercher sur une carte. C'est pourquoi Baudelaire ne voyage pas, amer savoir, celui qu'on tire du voyage. Il se contente de nous inviter au voyage, c'est pour ça qu'il adore les ports. Parce qu'au port, on reste là, on a des impressions d'ailleurs. On voit les bateaux comme ça qui oscillent sur leurs quilles. Et bien tout ça, ça commence avec Nerval, c'est pour ça que j'insiste. C'est le premier à faire ce paysage, n'est-ce pas, quand il dit « Le voyage acitaire de Watteau », donc je reprends, a été conçu dans les brumes transparentes et colorées de ce pays. En parlant du Valois. Brumes transparentes et colorées, ça c'est du Monet, c'est pas du Ingres. Voilà, en levant, nous allons parcourir les bois encore enveloppés des brouillards d'automne que peu à peu, regardez, nos vimes se dissoutent en laissant reparaître le miroir azuré des lacs. J'ai vu de pareils effets de perspective sur des tabatières du temps. Je revis l'île des Peupliers, ça y est, on y arrive. Au-delà des bassins qui surmontent une grotte factice sur laquelle l'eau tombe quand elle tombe. Sa description pourrait se lire dans les idylles de Gessner. Les rochers qu'on rencontre en parcourant les bois sont couverts d'inscriptions poétiques. Encore maintenant, hein, vous y allez, sur les rochers, il y a des inscriptions. C'est des lieux où même la roche parle. Sa masse indestructible a fatigué le temps. Il y a un rocher où il est marqué « Sa masse indestructible a fatigué le temps ». Ailleurs, ce lieu sert de théâtre aux courses valeureuses qui signalent du cerf les fureurs amoureuses. Ou encore, avec un bas-relief représentant des druides qui coupent le gui, tels furent nos aïeux dans leur bois solitaire. Ce vers ronflant me semble être de Roucher, de Lille les aurait fait moins solides. Je présume que vous connaissez tous de Lille et Roucher. Mais oui, je plaisante. Personne ne connaît de Lille et Roucher, sauf les spécialistes. C'est le siècle le plus faible de notre littérature en poésie du XVIIIe siècle, c'est connu. C'est très riche en idées, en philosophes, etc. Et en prose, je pense à Rousseau, mais par contre, dans la poésie stricto sensu, par l'exception qui est Chénier, même ce qui reste encore dans le style classique, mais qui a quand même quelques pensées nouvelles, et qui dit sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques.
À part, je veux dire, c'est très faible en poésie. Le plus grand poète de l'époque, c'est Rousseau. Mais c'est la poésie en prose. Les grands poèmes de l'époque, c'est les confessions, c'est les promenades. Voilà. Donc, puis bien sûr, d'admirables pages de la Nouvelle Héloïse. Et donc, il le sait très bien, Nerval, là. Je ne m'arrête pas ici, Sévéron-Flanc. Monsieur René Desjardins faisait aussi des vers. C'était en outre un homme de bien. Je pense qu'on lui doit les vers suivants, sculptés sur une fontaine. L'inscription y est encore. Quand vous passez à Morte-Fontaine, regardez à droite. C'est un peu compliqué parce qu'il y a un virage, mais enfin, regardez à droite. Et il y a marqué ceci sur la fontaine. C'est la fontaine qui parle. Sur une fontaine d'un endroit voisin que surmonte un Neptune et une Amphitrite, on n'est plus dans le christianisme, légèrement décolletés comme les anges et les saintes de Chalice. Et la fontaine dit ceci: des bords fleuris où j'aimais à répandre le plus pur cristal de mes eaux, c'est pas la grande poésie, hein, le plus pur cristal de mes eaux, passant, je viens ici me rendre, le contrat social, au désir, aux besoins de l'homme et des troupeaux. En puisant les trésors de mon urne féconde, songe que tu les dois à des soins bienfaisants. Puissais-je n'abreuver du tribut de mes ondes que des mortels paisibles et contents. Nerval ne s'attarde jamais pour rien. Les murs parlent dans cette région entièrement, d'un ordre entièrement symbolique, puisque chaque centimètre carré a été pensé. N'est-ce pas? Je ne m'arrête pas à la forme des vers. C'est la pensée d'un honnête homme que j'admire. L'influence de son séjour est profondément sentie dans le pays. Là, ce sont des salles de danse, donc tout ce qui est un intérêt pour les classes populaires, où l'on remarque encore le banc des vieillards, là des tirs à l'arc, c'est le tir à l'arc qui est le sport favori dans ces régions de forêt, le Robin des Bois si vous préférez, les sylvanectes, au bord des eaux des temples ronds à colonnes de marbre, consacrés soit à Vénus génitrice, soit à Hermès consolateur. Toute cette mythologie avait alors c'est pas si vieux, c'est à la fin du XVIIIe siècle, un sens philosophique profond. La tombe de Rousseau, on y arrive, est restée telle qu'elle était avec sa forme antique et simple, et les peupliers effeuillés accompagnent encore d'une manière pittoresque le monument qui se reflète dans les eaux dormantes de l'étang. Ah mince! Le but du voyage, qui devait être la logique de tout notre parcours, Walou, il y a de l'eau, on ne va pas quand même marcher sur l'eau. Vous voyez qu'on va retrouver notre problème du vertical et de l'horizontal. Seulement la barque qui conduisait les visiteurs est aujourd'hui submergée. Les cygnes, je ne sais pourquoi, au lieu de nager gracieusement autour de l'île, on aimerait bien l'idée, qu'il y a des cygnes qui nagent gracieusement autour de la tombe de Rousseau. Les cygnes, au lieu de nager gracieusement, je ne sais pourquoi, au lieu de nager gracieusement autour de l'île, préfèrent se baigner dans un ruisseau d'eau bourbeuse qui coule dans un rebord entre des saules aux branches rougeâtres et qui aboutit à un lavoir situé le long de la route. Nous sommes revenus au château. On ne s'est pas attardé longtemps là-dedans. Rousseau est inaccessible, Rousseau est enfin tranquille. Rousseau est dans une isola, isolé. Isola en italien, c'est une île. Je fais une petite parenthèse un peu corse, je suis désolé. Mais c'est Rousseau qui l'exige. Vous savez que le contrat social n'est pas une constitution. C'est un ouvrage de philosophie politique. Il y a des principes, il n'y a pas de loi, c'est pas une loi. Par contre, Rousseau a été appelé comme consultant, on dirait aujourd'hui, à proposer des projets de constitution pour deux peuples qui venaient d'acquérir une indépendance éphémère, qui n'a pas duré longtemps, la Pologne et la Corse. La Corse était le Vietnam de l'époque. Toute l'intelligentsia d'Europe était enthousiasmée par la lutte héroïque du peuple corse contre les Génois. Voltaire disait l'Europe est corse. Oui. Et il ne faut jamais oublier que la première république corse fondée par Pascal Paoli a été la première mise en œuvre d'une bonne partie des idées des Lumières, pas toutes, avant les États-Unis et avant la France. Voilà, je le dis comme ça. Vous savez à quel point je suis bassiné par la corsitude et autres conneries. Ceux qui mettent les Français dehors sur les murs et en dessous les Arabes dehors, quoi. Il n'y a que les Corses qui sont bons, c'est bien connu. Avec leur manie de dire que tous les défauts viennent de l'étranger, nous on a des qualités. Ce qu'on dit partout, chez les Croates, chez les Bretons, c'est toujours pareil. Donc, je dis une chose de bien parce que c'est justice. C'était une grande aventure, cette histoire de l'éphémère République corse. Or, Rousseau a été sollicité pour faire un projet de constitution. Rousseau répond, je vous recommande,
désolé de me recommander moi-même, puisque j'ai commis la préface à une édition assez étrange faite par les Corses, une édition bilingue corse-français de ce projet de constitution. Mais j'y tiens parce que l'éditeur a eu, Materia Scripta, a eu l'excellente idée de mettre en postface la correspondance de Rousseau et de l'émissaire de Paoli qui lui a commandé la Constitution, Monsieur Boutafogo, ça ne s'invente pas, bout de feu. Et Rousseau commence, il y a 4 lettres, c'est pas long, donc je vous recommande cette correspondance extraordinaire. Rousseau commence par dire: je suis très honoré, vraiment, vous êtes un peuple extraordinaire, vous êtes libéré du joug, c'est bravo, vous êtes la liberté. Mais je suis au bout du rouleau, je suis vieux, je suis déprimé, j'ai la maladie de la pierre, j'arrive à peine à me déplacer. J'ai la police de 3 grandes nations d'Europe à mes trousses. J'ai pas de domicile fixe depuis, vous savez que sa maison venait d'être lapidée à moitié, ameutée par les puritains de Genève. Je veux dire, c'est un homme traqué. Je vous le dis parce qu'on dit Rousseau c'était un paranoïaque. C'est bizarre, il avait des manies de persécution. Oui, c'est bizarre. Oui, on brûle toutes ses œuvres sur la place publique. Je veux dire, Rousseau, Voltaire, qui est le... Et je rends hommage à Voltaire, qui est quand même le prophète de la tolérance, écrasant l'infâme, l'intolérance fanatique, demande la tête de Rousseau sur un billot, avec des termes d'une violence incroyable, parce que Rousseau a osé critiquer l'idée d'implanter un théâtre à Genève. Il disait qu'il faudrait le remplacer par des fêtes populaires. C'est-à-dire le vrai théâtre. Et donc, Rousseau commence à dire, laissez tomber, laissez tomber. J'avais déjà mes sondes, l'urètre, tout ça. Merci beaucoup, c'est un grand honneur. Et l'autre insiste. Rousseau fait des réponses un peu dilatoires, il se renseigne comme un bon consultant, il demande des renseignements sur les relations entre le peuple et le clergé en Corse, il constitue un dossier, il essaie de documentation. Il demande des renseignements sur les mœurs de Paoli, sur ceci, sur cela. Et puis tout d'un coup, il y a un virage extraordinaire à la 3e lettre. Il dit, écoutez, oublions le projet de constitution, je suis fatigué. Laissez-moi mourir chez vous. Non, 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 je ne m'appelle pas Bernard-Henri Lévy, je ne veux pas être le philosophe officiel. Non, 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 c'est pas ça. Je vais vous oublier dans un petit canton, il le dit, pas près des pouvoirs. Ma femme et moi, on n'a jamais demandé de l'argent à personne, on sait subvenir à nos besoins. Laissez-moi vivre libre sur une terre libre. Je vous le dis parce que c'est pas très connu, ce rapport de Rousseau. On a failli avoir la tombe de Rousseau en Corse. Non, il y a un destin de l'île chez Rousseau, voilà ce que je voudrais montrer. Il y a une première île chez Rousseau, c'est le ventre maternel. J'insiste pas, il suffit de lire les Confessions, il n'y a que ça chez Rousseau. Quand il est à l'île Saint-Pierre, il dit « Quelquefois naissaient de coubles et faibles réflexions sur les instabilités des choses de ce monde dans la surface des eaux m'offrent à l'image, mais bientôt ces impressions légères elles-mêmes s'effaçaient. Ces impressions même, elles-mêmes, c'est déjà trop, s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait. » Il y a un personnage invisible immense qui est la mère, pas sa mère, la mère. Depuis Isis, ça s'appelle la mère, depuis la Vierge Marie, celle qui porte. C'est pour ça qu'on aime bien être sur l'eau. Sur l'eau, on flotte, porte. Sans compter que les pieds lumineux des maris puissent pousser le mufle des océans poussifs, comme dit Rimbaud, n'est-ce pas? Mais oui. Mais bientôt, ces impressions légères elles-mêmes s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait et qui, sans aucun concours actif de mon âme, ne laissait point de m'attacher. Au point qu'appelé par l'heure et le signal convenu, dont on l'appelait parce qu'il fallait bien aller dîner, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Vous voyez, il y a l'île d'abord, l'île originelle, d'où nous sortons tous, et puis, pour le meilleur comme pour le pire, et puis il y a l'île Saint-Pierre, dont il dit lui-même que c'est là qu'il a passé les meilleurs moments de sa vie, dans la pensée qu'il était condamné à y vivre jusqu'à la fin de ses jours, alors qu'il n'y a passé que quelques semaines. Et puis il y a l'île de Corse où il a failli aller mourir, pour lequel il a fait quand même ce travail de philosophie politique. Voilà, je remets la parenthèse insulaire. Et vous voyez, là, l'homme traqué est à l'abri. Même la barque qui permettrait d'aller tout près toucher le tombeau, non. On la voit encore, maintenant elle est sous l'eau, elle est pourrie complètement, dans les bois flottants. Voilà. Donc, nous sommes revenus au château. Alors, je ne m'attarde pas, c'est encore un bâtiment de l'époque de Henri IV, je reprends un peu sa chronique de guide de voyage.
Et le concierge ne nous a pas permis de visiter les appartements parce que les maîtres y résidaient. Les artistes ont plus de bonheur dans les châteaux princiers dont les autres sentent qu'après tout ils doivent quelque chose à la nation. On nous laissa seulement parcourir les bords du grand lac dont la vue à gauche est dominée par la tour dite de Gabriel. Donc, je vous rappelle que Henri IV a abrité ses amours dans ce château avec Gabrielle d'Estrées. Vous direz-vous, tu reviens à closer là, quel intérêt? Ah ben, on arrive à l'essentiel. On arrive à ce que j'appelais dans mon plan le triangle de Rousseau. Tel que Nerval le déploie. Excusez-moi. Donc, on nous laissa seulement parcourir les bords du grand lac dont la vue à gauche est dominée par la tour dite de Gabriel, reste d'un ancien château. Un paysan qui nous accompagnait, écoutez bien, un paysan, nous dit: voici la tour où était enfermée la belle Gabrielle. Tous les soirs, Rousseau venait pincer de la guitare sous sa fenêtre. Et le roi, qui était jaloux, le guettait souvent et a fini par le faire mourir. Regardez le triangle absolu, celui de la lettre volée de Lacan. Le roi, le regard qui ne voit rien, le roi des cartes, vous savez. La reine qui, voyant que le roi ne voit rien, voit son amant. Et l'amant, c'est qui? Rousseau, l'homme du peuple qui vient pincer de la guitare comme un Casanova sous la fenêtre de la favorite d'Henri IV. Non mais écoutez, on me dirait, c'est du délire, ça, Henri IV c'est le XVIe siècle, il est mort en 1610, Rousseau c'est le XVIIIe, c'est pas sérieux, le paysan c'est des ignares, ça. Et oui, Nerval, il n'est pas d'accord avec cette conclusion, regardez bien, c'est un temps fort, ça. Voilà pourtant comment se forment les légendes. Il commence par rigoler avec nous, hein, Nerval. Dans quelques centaines d'années, on croira cela. Henri IV, Gabriel et Rousseau sont les grands souvenirs du pays. On a confondu déjà, à 200 ans d'intervalle, les deux souvenirs. Et Rousseau devient peu à peu le contemporain d'Henri IV. Comme la population l'aime, donc le paysan a une sympathie pour Rousseau. Comme la population l'aime, elle suppose que le roi a été jaloux de lui et trahi par sa maîtresse. En faveur de l'homme sympathique aux races souffrantes. Vous voyez que race veut dire classe ici. Extraordinaire triangle, n'est-ce pas, où Nerval corrige le snobisme que nous avions de dire ce paysan est un ignare et ne connaît rien à l'histoire des historiens. On a vu tout à l'heure que l'histoire des historiens, il faut faire attention. Quelles sont les puissances qui ont contribué à écraser le nazisme? Et il y a cette phrase incroyable où Nerval s'engage. Le sentiment qui a dicté cette pensée, celle du paysan, est peut-être plus vrai qu'on ne croit. Là, il prend la défense, vous voyez, carrément. Hein, lui, l'homme cultivé. 2 points. Rousseau, qui a refusé 100 louis de Madame de Pompadour, a ruiné profondément l'édifice royal fondé par Henri. Tout a croulé. Son image immortelle demeure debout sur les ruines. Et oui, quand Rousseau a eu un succès de ce qu'on appellerait aujourd'hui le showbiz, quand il a écrit le Devin du village, un opéra à succès, qui a eu un grand succès, il aurait pu faire carrière. Sa femme Thérèse disait, putain, mais continue. Comme la femme de Wagner, quand Wagner a fait Rienzi, il a eu un succès monstre, elle a dit, mais voilà, fais le drame historique, c'était à la mode, bon sang. Au lieu de faire du mythe. Madame de Pompadour, comme on dit souvent, elle a proposé 100 louis, Rousseau a refusé. Vous savez que c'est sa devise, hein, vitam impendere vero, faire dépendre sa vie du vrai. Comme ça. Et même qu'il a enlevé la perruque, n'est-ce pas, avec ses cheveux, il a refusé. Eh bien, Nerval y voit, au-delà de l'acte éthique, il y voit une signification politique profonde. N'est-ce pas. Rousseau, qui a refusé 100 louis de Madame de Pompadour, a ruiné profondément l'édifice royal fondé par Henri. Dans le fait que je ne me laisse plus acheter, je ruine un édifice. Ça va loin, vous savez, ça. Ça va loin. Il y a bien des journalistes qui ne peuvent pas en dire autant. Et quand je dis acheter, c'est symbolique. C'est sûr que ce soit de l'argent. Ça peut être des promesses de voyage en Irlande. Je dis ça parce que Solers, il ironise toujours sur le sentiment. Il faut baiser, il faut baiser, il faut baiser. Le sentiment, c'est la connerie. Son rêve, c'était d'avoir une aventure sentimentale en Irlande avec une journaliste de France Culture. Voilà.
dis ça parce que les libertins finissent toujours comme ça. Les libertins, c'est pas Rousseau. Donc, Rousseau, qui refusait Saint-Louis de Manuel Pompadour, a ruiné profondément l'édifice royal fondé par Henri. Tout a croulé, son image immortelle demeure debout sur les ruines. Et on voit l'espèce d'une image titanique de Rousseau qui s'élève comme ça, presque de manière phallique, sur les ruines de l'Ancien Régime. C'est un passage étonnant. Il en vient des idées aux abords de la tombe de Rousseau. Vous voyez que c'est pas simplement un petit pèlerinage comme ça, parce que c'est une curiosité du coin, il y a la tombe de Rousseau. Après tout, c'est un ancêtre du romantisme, donc on va lui faire un petit coup. Mais c'est pas ça. C'est indissociablement l'homme de la praxis, du contrat social, et de la psyché et de la nouvelle Héloïse. C'est indissociablement les deux. Et le fait que le personnage central de Gabrielle, de la femme, soit là pour incarner ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire quoi? Je fais un saut là, un saut hegeliano-marxiste, si vous préférez. On est au bord de la tombe de Rousseau, on peut le dire. Pourquoi c'est si important, ce triangle? Parce que Gabrielle concentre symboliquement des millénaires d'extorsion, de plus-value. C'est quoi l'intérêt du pouvoir, sinon la jouissance? Et qu'est-ce qui peut mieux incarner la jouissance que la favorite du souverain? Je le dis parce que la preuve, ne croyez pas que, vous savez que je déteste l'interprétation. Non pas la mienne ou la vôtre, mais l'interprétation en général. Je suis en train de faire de l'analyse. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'était que ce texte-là, mais quand vous regardez dans le Voyage en Orient, quand il raconte l'histoire de Salomon, de la reine de Saba, et du petit forgeron qui construit le temple pour la gloire de Salomon, mais c'est lui le forgeron dont la reine est amoureuse. C'est exactement le même triangle. Salomon fait tuer le petit forgeron qui a construit le temple. Adoniram, lisez Adoniram, histoire de Soliman, prince des génies et de la reine de Saba, au cœur du Voyage en Orient, dans les nuits du Ramazan. C'est extraordinaire. C'est publié à part dans des petits éditeurs, je ne me rappelle plus le nom des petits éditeurs, je crois que c'est des... J'ai peur de dire des bêtises. Enfin, c'est des petites éditions à 2 €, ça vaut le coup. C'est le même triangle. Salomon, la reine de Saba, quand elle s'avança vers lui dans les splendeurs pourprées du matin, la reine du midi. Et le petit forgeron, qui est censé être la pièce rapportée, le challenger comme Rousseau qui vient passer la guitare sous la fenêtre de Gabriel. C'est exactement la même structure. Ça va bien dire qu'il y a un effet symbolique et que la femme, ici, la féminité symbolique bien sûr, c'est pas femme réelle, est censée incarner, c'est pas n'importe quelle femme, c'est pas la femme en général, c'est la favorite du roi. Et à quoi ça sert d'avoir le pouvoir si je n'ai pas Gabriel? Vous savez qui c'est, Henri IV? C'était un protestant à l'origine, quand il a été parpaillot dans le Béarn. Et quand on lui a dit, Majesté, vous ne pourrez pas régner sur Paris, vous n'êtes pas catholique, vous ne pouvez pas régner sur Paris. Et qu'il a répondu, vous connaissez tous la phrase. Bravo. Merci. La plus fort, c'est que les historiens, ça fait plaisir. Ah pardon, c'est vrai que tu as la gorge un peu en haut. Paris vaut bien une messe. Bravo, merci. Paris vaut bien une messe, couillon. Eh oui, les filles à Paris, des boucs et des fesses comme ça, de conneries d'histoire de religion, qu'est-ce que je m'en fous alors? Paris vaut bien une messe. Vous voulez que je me convertisse, ça n'a aucun problème. Et oui, Henri IV, c'est ça. La jouissance. La poule au pot. Vous savez tout ça, je ne plaisante pas. Et quand vous allez à la pointe de l'île de la Cité, vous avez, cette pointe qui se prolonge, qu'on appelle la pointe du Vert-Galant, qui est censé être le phallus d'Henri IV. C'est pas moi qui le décide, c'est comme ça, à l'époque. Parce que le souverain a toujours une plus longue, plus féconde, plus machin. Depuis les pharaons, c'est depuis toujours ça. Le souverain doit s'accoupler avec la mère du cosmos. C'est d'une banalité, c'est toujours le même truc. Freud disait, ce qui est navrant dans l'ordre symbolique, c'est la répétitivité. Vous croyez que c'est moi qui, à chaque fois, dis les mêmes trucs, mais non, c'est pas moi. C'est d'une monotonie. Enfin bref. Dans ce qu'il y en a qui disent, il y a l'imaginaire. On va le fêter là, en mai, on va fêter l'imaginaire au pouvoir. J'espère qu'on ne le fêtera pas trop, parce que moi j'ai vu l'imaginaire au pouvoir comme vous, pas en direct, heureusement pour moi. Vous savez, dans les reproductions, dans les films, Nuremberg en 1936, l'imaginaire au pouvoir, les flambeaux, la nuit, les croix gammées, les aigles romaines. Ah, c'est pas triste l'imagination au pouvoir. Vous n'allez pas me dire que c'est la raison tout ça quand même. Hein.
Voilà, je vous dis au passage. En sortant du parc, oui, pardon, excusez-moi, tout a croulé, son immortel demeure debout sur les ruines. Quant à ses chansons, et on revient à Rousseau, musicien, dont nous avons vu les dernières à Compiègne, elles célébraient d'autres que Gabriel. Mais le type de la beauté n'est-il pas éternel comme le génie? Ce qui est bien la preuve que Gabriel est ici un prétexte. En sortant du parc, nous nous sommes dirigés vers l'église située sur la hauteur. Bon. On s'éloigne de nouveau de la tombe de Rousseau, vous voyez, dans mon plan. On s'approche de la tombe de Rousseau, on n'arrête pas de s'approcher et de s'en éloigner. Parce que l'église à Hermenonville, effectivement, sur la hauteur. On a une vue un peu, quand on est sur l'église, on a une vue à peu près sur l'espace du village, on voit la tombe de Rousseau un peu au loin. Donc, elle est fort ancienne, mais moins remarquable que la plupart de celles du pays. Le cimetière était ouvert. À Chalice, vous avez remarqué qu'on lui a fait visiter la tombe d'un moine franc. Il a imaginé un guerrier celte, etc. Bon. C'est le sol vertical, horizontal. Pour marcher, il faut un sol qui porte. Or, ce sol est troué tout le temps. Il y a des tombeaux partout, dans ce sol maternel qui est censé être vivifiant, où on reprend des forces. Vous savez, quand il nous a fait quitter Paris, il nous a dit « Je reprends des forces sur cette terre si féconde qui me change de stériles agitations de Paris. Terre féconde, stériles agitations de Paris. » Et voilà que cette terre féconde, où on devrait comme hanter, vous savez, le héros de l'Antiquité, dont la mère était Gaïa à la terre, qui fait que Héraclès a eu beaucoup de mal à le tuer, il a dû l'étouffer en l'air, parce que chaque fois qu'il touchait terre, donc sa mère, il reprenait des forces. Et Raval dit dans un poème « Je suis issu de la race dantée, je retourne les dards contre le dieu vainqueur. Je suis de ceux-là qu'inspire le vengeur. » Vous voyez, non, je ne plaisante pas. Eh bien, voilà que la preuve que c'est un échec, et tant mieux. Cette quête du roman personnel, de retrouver une mère vivante alors que c'est une morte fontaine, c'est vain comme quête. Ce qui nous avertit qu'il ne faut pas chercher la vie là où elle n'est plus, c'est que le sol est jonché de cadavres dans ce pays-là. Et il y a plein de passages, je ne vais pas vous bassiner avec, mais je m'attarde sur celui-là parce que ça vaut son pesant d'or. Elle est fort ancienne, mais moins remarquable que la plupart de celles du pays. Le cimetière était ouvert, nous y avons vu principalement le tombeau de De Vic, ancien compagnon d'armes d'Henri IV, qui lui avait fait présent du domaine d'Hermenonville. C'est un tombeau de famille dont la légende s'arrête à un abbé. Il reste ensuite des filles qui s'unissent à des bourgeois, donc encore des tombes. Des filles qui s'unissent à des bourgeois, ça s'appelle redorer le blason en histoire. La noblesse faisant la guerre et ne travaillant pas, elle ne peut que s'appauvrir. Donc elle marie ses filles, n'est-ce pas, à des bourgeois. Il redore le blason. Et elle le fait tellement bien que les bourgeois vont être tout puissants et il n'y aura plus qu'à décapiter le roi après. Bref. Tel a été le sort de la plupart des anciennes maisons. 2 tombes plates d'abbés très vieilles. Regardez la progression, les tombes sont de plus en plus indéchiffrables. 2 tombes plates d'abbés très vieilles dont il est difficile de déchiffrer les légendes. Et à Paris, les manuscrits étaient rongés par la souris d'Athènes et le rat de Russie, et maintenant, les tombes sont difficiles à déchiffrer. Plus près d'une allée, et c'est la fin de la progression, une pierre simple, sur laquelle on trouve inscrit, écoutez bien, Sigi Almazor. A-L-M-A-Z-O-R. Sigi Almazor. Jusque-là, il y avait 2 Vic, des familles connues, des filles qui s'unissent à des bourgeois. Sigi Almazor. Est-ce un laquais? Est-ce un chien? Est-ce un fou? C'est un fou qui parle, qui écrit. La pierre ne dit rien de plus. Et ce passage en revue des tombeaux est extraordinaire. Du haut de la terrasse du cimetière, la vue s'étend sur la plus belle partie de la contrée. Les eaux miroitantes à travers les grands arbres roux, les pins et les chênes verts, les grès du désert prennent à gauche un aspect druidique, la tombe de Rousseau, on y revient, mais de loin. Il ne peut pas s'en empêcher, il y revient. Se dessine à droite et plus loin sur le bord un temple de marbre d'une déesse absente, qui doit être la vérité. Ce dut être un beau jour que celui où une députation envoyée par l'Assemblée nationale vint chercher les cendres de philosophes pour les transporter au Panthéon. Car je vous rappelle que ce tombeau auquel nous accédons est un pur signe. Ça arrive rarement, ça. Un tombeau où il n'y a pas les cendres. Pas besoin d'être fétichiste ni morbide. Il n'y a pas moins morbide que ce tombeau qui est une merveille, avec les peupliers qui tremblent tout le temps dans le soleil et dans l'air, dans le vent et dans le ciel. Donc, on n'y va pas pour
pour la présence des cendres du philosophe qui sont au Panthéon. Donc c'est un pur signe, séma, signe, soma, tombeau. Jeu de mots qui remonte à Platon. Platon dans le Gorgias fait déjà le jeu de mots que le corps est le premier tombeau, le corps, le soma. Ce dut être un beau jour que celui où une députation envoyée par l'Assemblée nationale vint chercher les cendres de philosophes pour les transporter au Panthéon. Lorsqu'on parcourt le village, on est étonné de la fraîcheur et de la grâce des petites filles. Avec leurs grands chapeaux de paille, elles ont l'air de Suissesse. Les idées sur l'éducation de l'auteur de l'Émile semblent avoir été suivies. Il revient tout le temps aux traces qu'il y a encore, aux traces sociales, si je veux dire, dans la population locale, de l'héritage de Rousseau. Les exercices de force et d'adresse, la danse, les travaux de précision, encouragés par des fondations diverses, ont donné sans doute à cette jeunesse la santé, la vigueur et l'intelligence des choses utiles. Je vais être obligé de conclure parce que le temps passe, mais tout de même, je ne peux pas abandonner le texte sans vous dire, regardez, on n'est plus obligé de quitter Armenonville, puisqu'on est censé maintenant continuer vers Soissons. Et d'après moi, le texte est fini, puisqu'on quitte la tombe de Rousseau. Et vous allez voir comme le paysage nous dit que c'est fini. Ce que Rousseau ne peut pas nous dire. Ce que Nerval ne peut pas nous dire. Sylvain me dit, c'est toujours Sylvain qui prend la parole dès qu'il s'agit de changer de direction et de continuer le déplacement local, vous avez remarqué. Nous avons vu la tombe de Rousseau. Il faudrait maintenant gagner Damartin, où nous trouverons des voitures pour nous mener à Soissons et de là à Longueval. Nous allons nous informer du chemin aux laveuses qui travaillent devant le château. Méfiez-vous des laveuses qui travaillent devant les châteaux. Je vous le dis, si vous connaissez un peu la mythologie, c'est toujours étrange, le monde des laveuses, des lavandières, des filles du Rhin, des êtres féminins qui sont au bord de l'eau, comme ça, et qui papotent. Et surtout, bien plus dangereuses encore que ces filles-là, le passeur, le nocher. Ils sont toujours des êtres redoutables, qui peuvent vous laisser au milieu. Nous allons nous informer du chemin aux laveuses qui travaillent devant le château. Vous me dites, tu en rajoutes, là, tu vois du symbolique partout. Vous allez voir les lavandières. Allez tout droit par la route à gauche, nous dirent-elles, ou également par la droite. On va savoir. Vous arriverez soit à Vers, soit à Ève. Ce sont des toponymes qui existent. Vers, V-E-R, Ève, E-V-E, comme Ève de Adam. C'est deux hameaux près d'Armenonville. Je vous dis ce qui est symbolique, je vous dis ce qui est réel. Vous arriverez soit à Vers, soit à Ève. Ève veut dire eau, vous savez. Vous passerez par Otis, et en 2 heures de marche, vous gagnerez Damartin. Ces jeunes filles fallacieuses nous firent faire une route bien étrange. Il faut ajouter qu'il pleuvait. Piouf, allez, le temps s'est gâté. La balade s'est terminée. Pas la joie du voyage, nous sommes partis de Senlis à pied à travers les bois, aspirant avec bonheur la brume d'automne. Non, il pleut. La route était fort dégradée. Ah, je vous ai dit que le sol, il fallait qu'il porte. Une route dégradée et pluvieuse, c'est un sol lourd où il est difficile de marcher, avec des ornières pleines d'eau qu'il fallait éviter en marchant sur les gazons. D'énormes chardons qui nous venaient à la poitrine, chardons à demi gelés mais encore vivaces, nous arrêtaient quelquefois, dites donc. Arrêtés par des chardons, il ne faut pas exagérer non plus. Même la nature s'oppose à ce qu'on quittait Armenonville. C'est extraordinaire. Ce qu'on appelle, c'est exactement ce que, avec Luscar, nous appelions ensemble le symbolisme immanent. Il y a tout d'un coup une immanence du symbolisme du décor qui vient dire ici aux voyageurs, vous devriez rester un peu plus longtemps près de la tombe de Rousseau. Une éclaircie, ayant fait 1 lieue de kilomètres, nous comprîmes que ne voyant ni Vers, ni Ève, ni Otis, ni seulement la plaine, nous pouvons nous être fourvoyés. Bon, les jeunes filles les ont fourvoyés. Une éclaircie se manifesta tout à coup à notre droite. Quelques-unes de ces coupes sombres qui éclaircissent singulièrement les forêts. Nous aperçûmes une hutte fortement construite en branches rechampies de terre, avec un toit de chaume tout à fait primitif. Un bûcheron fumait sa pipe devant la porte. On dirait un peu ces personnages magiques qu'il y a dans les contes d'enfants au milieu de la forêt, dans les clairières, vous savez. Pour aller à Vers, vous en êtes bien loin. En suivant la route, vous arriveriez à Montaby. Nous demandons Vers ou Ève. Eh bien, vous allez retourner. Ben voilà. On va retourner vers Armenonville. Vous allez retourner, vous ferez une demi-lieue. Nerval ajoute, on peut traduire cela si l'on veut en mettre à cause de la loi. Puis arriver à la place où l'on tire à l'arc, on retrouve tout d'un coup l'univers Rousseau, le sport populaire. Arriver à l'endroit où on tire à l'arc, vous sortirez du bois, vous prendrez à droite, vous trouverez la plaine et ensuite tout le monde vous indiquera Vers.
nous avons retrouvé la place du tir avec sa tribune et son hémicycle destiné aux vieillards. Voilà. Puis après, il faudra bien quitter définitivement et aller dans les plaines et Sylvain disparaît. Je me suis attardé sur cette résistance du décor au fait que la marche porte, vous voyez. Mais en même temps, nous sommes obligés, enfin, il nous a donné un programme, il faut aller jusqu'à Soissons. Mais alors pourquoi je vous ai amené jusque-là si c'est pour pas y rester? Mais je vais vous le dire, la réponse elle est dans la quête du Graal de Chrétien de Troyes. Non, je suis très sérieux. Que Nerval connaissait très bien, il y a même une allusion au Perse Forest que j'ai sauté dans le récit d'Angélique. Un roman arthurien. La plus belle histoire qui soit jamais narrée en cour royale, c'est la quête du Graal. C'est comme ça que commence l'exorde, n'est-ce pas, du conte du Graal de Chrétien de Troyes. Or, très rapidement, Perceval, jeune sauvageon élevé dans la forêt par sa mère qui ne veut surtout pas qu'il fréquente la chevalerie, qu'il élève comme le Bouddha a été élevé en dehors de toute laideur, de tout danger du monde, a été dans une prolongation du ventre maternel, si vous préférez. Parce qu'elle a perdu son mari aux croisades et elle ne veut surtout pas que son fils fréquente la chevalerie, parce qu'il lui reste que ça comme gage de l'amour de son mari que le Perceval, ce jeune garçon, sauvageon. Alors que lui, bien sûr, il n'a qu'un rêve, hein, comme tout ce qui est braver l'interdit, c'est de connaître la vie de la chevalerie. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva, il est en train d'écliter dans la forêt, il voit des aumes, des lances, il veut suivre les chevaliers, il entend un soupir derrière, il voit sa mère qui s'effondre, il passe outre, on apprendra après qu'elle est morte de chagrin en le voyant partir. Je vais très vite. Dans ses errances de chevalier, de jeune sauvageon, hein, parce qu'il ne connaît pas du tout les mœurs et les manières de la chevalerie, il a des armes viles, il n'a pas des armes nobles, il a un arc. Je tire au vol tout ce qui vole. Et il arrive en vue d'un château, c'est le fameux château du Graal, mais il ne sait pas que c'est le château du Graal. Il entre, il voit tout d'un coup un roi, le fameux roi pêcheur avec sa blessure. Je suppose que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, lisez Chrétien de Troyes, Folio, il y avait une très belle traduction française d'aujourd'hui. Et il voit passer la lumière du Graal, il voit les pucelles, comme on dit, qui suivent. Le roi concert avec le Graal, car le Graal est avant tout une nourriture qui rend invincible les moines chevaliers au combat, et contre les infidèles. Et il est muet. Il est stupéfait par la souffrance du roi pêcheur, et du coup il ne dit rien. Et c'est la malédiction de tout le roman, c'est qu'il n'a pas posé la question. Vous dire, mais quel rapport avec pas le semi-échec, mais le fait qu'on arrive à la tombe de Rousseau, qui est un peu le Graal, quoi. Le centre de gravité, et puis tout d'un coup on s'éloigne. Mais c'est parce que vous avez le rôle de Perceval, vous, en tant que lecteur. C'est là où je voulais en arriver, et ce sera ma conclusion. C'est que Nerval ne pouvait pas faire beaucoup plus que de vous amener sur les lieux. Après, c'est à nous de poser les questions. Les questions que Perceval n'a pas posées, et qui font dire à la messagère du Graal, quand elle surgit en plein banquet, quand Perceval est futé par le roi Arthur comme un chevalier vaillant, parce qu'il a défait comme ça 2 ou 3 voyous, et que c'est son jour de fête, ça y est, c'est sa gloire, pas pour longtemps, parce que surgit la messagère du Graal, qui a une tête diabolique, dents comme du jaune d'œuf, yeux de singe ou bien de chat. Elle montre Perceval en pleine fête et elle dit, « Oh Perceval, tu as vu le roi pêcheur, tu as vu la lance qui saigne, tu n'as pas posé la question. Et si toi, demandait Tullus, le riche roi qui s'en effraie fut guéri de sa plaie et eut laissé la terre en paix. Ne faites pas comme Perceval, posez la question. Posez la question, pourquoi Nerval nous a amenés jusque-là, et nous faire comprendre après que si on s'en éloigne, ma foi, ben après, il pleut, il y a des jeunes filles qui nous indiquent la mauvaise route, n'est-ce pas? Il y a des chardons à demi gelés mais encore vivaces, qui nous empêchent d'avancer. Voilà ma conclusion. Je ne voudrais pas voler le temps. Il reste un petit peu de temps, 20 minutes pour vos questions. Mais pour moi, le voyage est terminé. Oui, Thomas. Merci beaucoup pour cette séance. Ma question, tu as redit tout à l'heure quelque chose que tu as dit plusieurs fois pendant ce séminaire, c'était que tu te méfiais de l'interprétation, que tu préférais l'analyse.
Je voulais savoir, est-ce que tu peux peut-être définir justement la différence entre l'interprétation et l'analyse, et peut-être ce que cette différence nous permet de comprendre quant au rapport du signe et du sens, que toi comment on peut comprendre le rapport du signe et du sens par rapport justement à cette différence entre l'interprétation et l'analyse. Et enfin, pour creuser un petit peu, c'est que, enfin, d'après ce que je comprends, c'est comme si tu disais que l'interprétation, il fallait s'en méfier parce que c'est pas comme s'il fallait chercher un sens qui était au-delà du signe, mais que comme le dit Rimbaud dans la phrase que tu cites de temps en temps, j'ai dit ce que ça dit, comme s'il y avait une sorte de solidarité entre finalement le signe et le sens. Et en même temps... je finis la citation, j'ai dit ce que ça dit, littéralement et dans tous les sens. Et en même temps, je pense à une autre phrase aussi que je crois que tu cites dans ton livre, à propos de la tromperie du signe. Du fait que le signe soit trompeur aussi. Et donc, du coup, voilà, par rapport à cette question la différence entre l'interprétation et l'analyse et ce rapport entre les signes. Je vais faire des auditeurs lecteurs redoutables. C'est épuisant pour un Corse, vos questions. Non, c'est vrai, une bonne question. Analyse, interprétation, je commence d'abord par là. Hein, en simplifiant d'abord, il faut toujours commencer par le simple, s'élever comme par degrés vers les plus composés. Analyse, subjectif. L'interprétation, je m'en méfie parce qu'il y a une dose de subjectivisme. Il n'y a pas de subjectivité, ça on est tous là, mais de subjectivisme. C'est mon interprétation, c'est la tienne, c'est la sienne. Et l'objectivité s'évapore. On n'a plus rien commun. Le rêve du capitalisme. Nous enfermer tous dans nos bulles respectives. Chacun autant de Robinson dans nos îles. Ce qui faisait dire à Marx, ça c'est des Robinsonades, ces histoires. Plaqué sur l'origine, les premiers hommes se sont associés, c'était des individus qui se sont associés pour former la société. Robinsonade, dit Marx. On n'a jamais vu des hommes non sociaux. S'ils étaient individuels, c'est qu'ils n'étaient pas des hommes. Rousseau dit admirablement, dans l'état de nature, il y a un animal stupide et borné qui devient un être intelligent et noble que dans l'état civil. Donc, pourquoi je fais ce petit détour? Pour rappeler que, attention, je ne suis pas contre le subjectivisme pour des raisons seulement philosophiques. C'est que c'est le rêve du pouvoir qui est sans partage aujourd'hui, depuis que le mur de Berlin est tombé. J'aurais été peut-être fusillé sous Staline, probablement, avec ma grande gueule. Mais n'empêche que, depuis qu'il est tombé, on a affaire au règne sans partage de l'horreur subjectiviste. Soyez chacun dans vos bulles et n'en sortez pas. Soyez chiites, soyez sunnites, soyez corses, soyez français, soyez hommes, soyez femmes, soyez jeunes, soyez vieux, soyez homo, soyez hétéros. Et déchirez-vous. Mais c'est ça, le monde d'aujourd'hui. Voilà. Il n'y a nulle part de contrat social là-dedans. D'accord ? Donc je réponds à ta question très sérieusement là. Il y a déjà d'abord la guerre que je mène, dans le sillage de Hegel aussi, contre le subjectivisme. Et non pas contre la subjectivité. Hein, on est bien d'accord. Au contraire, Hegel dit que tout dépend de ce point de vue essentiel. C'est très rare que Hegel résume l'essentiel, il déteste ça, mais pour une fois qu'il le fait, dans la préface de la phénoménologie, cette fameuse phrase, appréhender, exprimer le vrai non plus comme substance, mais aussi et précisément comme sujet. Là, il y a une élévation du sujet. Hein. Mais le subjectivisme, ce n'est pas le sujet, c'est le particulier. On est encore très loin de l'individu. Je vais un peu vite. Alors que l'analyse, et c'est sa complicité avec la scientificité, a toujours un rapport avec la signifiance, au sens matériel du terme. Je ne suis pas dans les délires structuralistes. La belle époque des 60s et des conneries avec Christophe et la langue et le délire. Non. La signifiance. Lorsqu'en musique, pour dépassionner un petit peu, parce que je sais que tu t'y intéresses de plus en plus, ça me fait plaisir, lorsque en musique, par exemple, si je vous dis, dans la symphonie pastorale de Beethoven, je pense au verset de l'Évangile où Jésus dit « Tu seras avec moi ce soir en paradis ». Ça a été dit pour la symphonie pastorale. Bon, c'est l'interprétation, ça. Pourquoi pas hein, pourquoi pas, mais je vais dire, je ne suis pas sûr que Beethoven ait pensé à tout ça. Par contre, si je vous dis, à partir de la mesure 59, on passe de majeur à mineur, il n'y a rien de subjectif. Bon, il faut un peu se mettre d'accord sur ce que dans majeur mineur, on le sait en 5 minutes, ça va, c'est pas compliqué. Hein, mais ça, c'est objectif. Ou si je vous dis, un des plus beaux vers de Racine, dans Mithridate, et du pied de l'autel, vous y pouvez monter, souveraine des mers qui vous doivent porter. Parle à une femme, à une reine qui va monter.
Il ne lui dit pas, vous allez régner sur des mers pleines d'eau salée, dont vous êtes la souveraine. Non, souveraine des mers qui vous doivent porter. Alors on dit, c'est magique. Ah non, c'est pas magique. Il y a souveraine V des mers qui vous doivent porter. J'analyse. Il y a l'allitération 3 fois du V. C'est ça la différente interprétation-analyse. Hein. Je fais à grands pas, hein. Mais c'est pour montrer que c'est faisable, que c'est une bonne nouvelle. Car ce signifiant, il est valable pour tout le monde. C'est pas pour moi, Pagani, qu'il y a 3 V dans le vers de Racine. Le texte est là pour nous tous. Puisque je suis dans Racine, je l'avais signalé quand on avait fait travailler Phèdre. Lorsque dès la première scène, les premiers mots d'Hippolyte, les premières raisons qu'il donne, mensongères. Ben oui, je suis un bon fiston, je vais chercher mon papa, on est sans nouvelles, c'est quand même pas normal. Ça fait... Depuis plus de 6 mois éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère, j'ignore jusqu'au lieu qui le peuvent cacher. Bon, ben c'est bien, ça fait 6 mois qu'il a disparu, je suis un bon fiston, je vais me mettre en quête. Jusqu'à ce que son confident lui dise, mais ça fait 6 mois que j'arrête pas, moi je suis votre esclave, et cherchez, vous inquiétez pas, cherchez partout, on ne le trouve pas. Il n'a peut-être pas envie que vous le trouviez, c'est un homme à femme, votre père. Ah bon, du Racine. Donc, 3 actes plus tard, quand il fait son aveu à Aricie, la petite andouille, Hippolyte, celui qui croyait qu'il était à part, les femmes, soit l'amour, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Asservi maintenant sous la commune loi, par quel trouble me vois-je emporté loin de moi, cette espèce de reconnaissance de sa déchéance, n'est-ce pas, l'écroulement de son narcissisme, asservi maintenant sous la commune loi, ben oui, je suis dans la loi commune, par quel trouble me vois-je emporté loin de moi, il dit à Aricie, depuis plus de 6 mois, honteux, désespéré, portant partout le trait dont je suis déchiré, contre vous, contre moi, vainement je m'éprouve, vous présente, je vous fuis, absente, je vous trouve, je m'arrête parce qu'on a envie d'aller jusqu'à la fin, il y a quand même quelques milliers de vers. 6 mois. Précision arithmétique, ça c'est de l'analyse. Ça fait 6 mois que mon père a disparu, ça fait 6 mois que je suis amoureux d'Aricie, comme c'est curieux, de la seule femme que mon père a interdit d'approcher dans toute la cité. Et après on dira la psychanalyse c'est de la connerie. Bon, laissez-on frais Deleuze. Ça c'était bon quand il fallait abattre le marxisme, c'est fini, la bataille de Paris a été gagnée par l'OTAN, c'est bon, c'est fini. Soyons sérieux maintenant. Voilà comment je réponds à ta question sur l'analyse, l'interprétation. Et puis tu as dit qu'il y a une contradiction. Ça c'est un peu plus compliqué. Comment je peux nous ramener au signe, par la rigueur de l'analyse, et en même temps dire attention. Trahison du signe et méfiance de l'esprit, je crois que c'est le titre de mon chapitre, si je me souviens bien. C'est que le signe a une limite, on l'a vu ici avec Nerval. Nerval nous amène par toute une série d'édifications symboliques jusqu'à la tombe de Rousseau, dont je vous l'ai dit, qui est l'ultime séma, l'ultime signe. Mais après, il faut parler. Il faut aller au-delà de la signifiance simplement symbolique. Parce qu'il n'y a pas plus signe que le langage, hein, c'est pas la question. Mais il y a le concept dans le langage. Et c'est là que je dis, il faut aller au-delà de l'esthésis. Et c'est bien ce qu'on reproche à Hegel. On ne le dit jamais que c'est ça qu'on lui reproche. Mais on lui reproche d'avoir ruiné l'espoir de faire de l'art l'absolu. Enfin, de faire de l'esthésis, de l'esthétique, l'horizon indépassable de la pensée. Comme à une certaine époque, dans les 60s, le signifiant était l'horizon indépassable de la pensée. Je réponds un peu mieux à ta question, là. Voilà. Il faut réhabiliter le sens. Oui, pardon. On peut avoir une précision sur la différence entre particularité et individu. Ah. Alors, très actuel. Je suis contre le particulier parce que je suis pour l'individu. Voilà comment je commence à répondre. Vous savez que je suis contre l'écologie parce que j'oppose l'environnement à la nature. Tout ça devrait être enseigné à l'école primaire tellement que c'est évident comme distinction. Et pourtant c'est incompréhensible à un écolo. Elle expliquer à Jadot qu'il faut défendre l'environnement contre la nature, c'est abruti. Prétentieux. Et moralisateur. Et partisan de l'OTAN en Syrie. Bon, bref, vous me calmez. Oui, mais c'est tout ça l'écologie. Sixième section du principe de la philosophie du droit, testament politique de Hegel, où il répond à ta question d'une manière un peu plus précise, comme jamais il l'a été.
il fait intervenir l'individu comme synthèse de deux extrêmes opposés. C'est la méthode syllogistique qu'il adore, hein. Le particulier et l'universel. Qu'est-ce que l'individu? C'est le particulier que nous sommes tous au départ. Nous ne commençons pas dans l'universalité. Nous ne commençons que dans des singularités vagissantes. Nous commençons tous comme Oedipe, comme Siegfried, comme Moïse, jetés dans la forêt, dans le fleuve, dans le néant. Nous ne commençons pas viables. Il n'y aurait pas 10 000 ans de praxis pour nous soutenir avec des landaux, des chauffages centraux, des trucs. On n'est pas viable. Les animaux, oui, il y a plein d'animaux qui sont viables de la naissance, qui trottent dans la savane au bout de quelques heures. Mais pas nous. Nous, on est zone politikone parce qu'il faut un relais social pour être viable. C'est un moins qui a créé le plus qu'est l'homme. Comme Marx montre très bien que c'est un travail non payé qui fait la plus-value. C'est un moins qui fait le plus. Mais pour en rester à ta question, nous sommes un particulier au départ. Donc ce particulier peut s'entêter dans sa particularité. Je suis un Corse, je suis une meuf, je suis un mec, je suis une connerie, quoi. Quand je le pense comme identité, comme une condamnation. Par contre, quand je réfléchis cette particularité, c'est la détermination qu'ajoute Hegel. Quand le particulier réfléchit sur lui-même, c'est-à-dire quand il prend conscience des déterminations qui l'ont amené là, il s'élève à l'universel, progressivement. Et cette particularité réfléchie sur soi et par là, je cite, élevée à l'universalité, c'est exactement ce qu'il faut appeler l'individualité. L'individualité, c'est la particularité consciente de ces déterminations qui le ramènent à l'universel, mais ce n'est plus du tout l'universel abstrait. Ce n'est pas le genre sur lequel ironisaient les contre-révolutionnaires anglais et français dans Burke ou... Comment il s'appelle l'autre? De Maistre, vous savez, qui disait « Oh, j'ai rencontré des Polonais dans ma vie, des Hongrois, des Allemands, mais des hommes, je n'ai jamais vu. » Vous connaissez que l'universel abstrait, le pauvre abruti. Ils confondaient l'universel et le genre. C'est comme tous ceux qui ont confondu l'idée platonicienne avec le générique. Ils n'ont rien compris. Mallarmé, qui est beaucoup plus proche de Platon, savait que quand je dis une fleur, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. L'idée de fleur est beaucoup plus concrète. C'est pas l'universel abstrait. Hein? Vous connaissez beaucoup d'idées qui ont de la suavité. Mais oui, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'individu et en quoi il s'oppose au particulier? C'est le particulier réfléchit sur lui-même et par là élevé à l'universalité. Autrement dit, n'est pas un individu qui veut, et surtout pas d'une manière immédiate. Personne, ni moi, ni personne, nous sommes des individus immédiatement. Ça demande un effort, ça demande un travail, ça demande un parcours, un processus. Nous venons de voir un moment de parcours avec Nerval, ça peut être le jeu de loi, ça peut être la quête du Graal, ou l'Odyssée d'Ulysse, peu importe. Pas. Mais c'est le parcours qui progressivement fait l'individualité. Les fleuves ne sont jamais individualisés à leur source. Il n'y a rien qui ressemble à un autre fleuve comme un fleuve à sa source, c'est-à-dire un petit pissou qui vous coule entre les jambes. Vous avez déjà vu des cônes de réception dans la montagne. Elle commence où l'Amazone? Ici, là, à 2 mètres, ou là, il y a des petits ruisseaux qui courent de tous les côtés, on ne sait pas. C'est pas encore un fleuve, ça. Le fleuve, c'est un toujours déjà complexe. Ça suppose que ça s'est déjà réuni, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui commence à prendre corps, qui commence à s'individualiser. Vous voyez, il y a des apports étrangers. Je l'avais dit pour le jazz, n'est-ce pas? Si vous remontez à l'origine, vous le perdez, le jazz, comme on perd le fleuve quand on remonte à sa source. Vous allez trouver du gospel, magnifique, c'est pas du jazz. Vous allez trouver du ragtime, très beau, c'est pas du jazz. Pas encore. Vous allez trouver du blues, dans le sud, très bien, des work songs. Mais il faut que tout ça se rencontre dans une impureté magnifique, hein, pour tout d'un coup faire le miracle du jazz. Comme tout ce qui est riche, n'est-ce pas? Et qui est donc toujours déjà complexe. Mais l'individu, c'est ça. Ce que n'est pas la particularité au départ, qui, je répète, au départ est un Corse, un Africain, j'en sais rien, peu importe, hein, est une pureté, ça manque un peu d'impureté au départ. Ça manque un peu d'apport extérieur, voilà. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, la particularité réfléchit sur elle-même et par là élever l'individualité. Autrement dit, je reprends mon image du fleuve,
que j'emprunte un peu à Lerline, n'est-ce pas, parce que ces derniers grands textes sont tous fascinés par les figures des grands fleuves. Il y a, à l'origine, il n'y a rien qui ressemble à une source comme une source. Je veux dire, la source du Var ressemble à celle de l'Amazone. L'embouchure, à part la dimension peut-être, bon, il y a 200 km de large à l'embouchure de l'Amazone. C'est toujours pareil, les embouchures de fleuves, c'est des marais, c'est des deltas, c'est marécageux. Ça part un peu dans tous les sens. Les estuaires de la mort. Par contre, ce qui est individuel, c'est tout le dessin du fleuve lui-même, jusque dans ses moindres méandres. Ça, c'est unique pour chacun. C'est le parcours que nous faisons qui est individuel. C'est le temps que nous y avons passé. Ce n'est pas le but que nous poursuivions. C'est tous les moyens que nous avons amassés pour y arriver qui nous ont fait oublier les buts premiers, tant mieux quelque part. Et c'est ce qui fait dire Hegel dans la préface à la phénoménologie, la chose n'est jamais épuisée dans son but, mais dans son actualisation. Lorsque le champ arrive à sa limite, il arrive à la forêt, il est à sa limite. C'est bon. Je réponds un peu à ta question ? Oui, on a encore 5 minutes. 5 minutes. Non, mais 5 minutes au moins. Aujourd'hui, tu as dit que la modernité... Pardon ? Tu as dit qu'une caractéristique de la modernité était la communication entre la jambe païenne et chrétienne. Et dans les ateliers précédents, tu avais aussi dit, il me semble, que la modernité, c'était le passage tendanciel de la communauté substantielle vers une société qui fait part à la subjectivité. Donc, dis donc, je peux mourir tranquille, que vous êtes attentif alors. Moi, je l'entendais aussi comme un passage tendanciel donc, du paganisme au christianisme, dont l'apparition de la philosophie, du christianisme, la Révolution française, tout ça sont des étapes. Et donc, est-ce que tu dis que pour moi, la conclusion qui coule, ce serait, est-ce que pour toi, la résolution de ce problème de la modernité, la résolution progressiste, on pourrait dire, c'est l'amputation de la jambe païenne, en fait. Voilà. Oui, une bonne question. Je ne peux pas répondre oui, d'une manière univoque et immédiate. Oui. Voilà. Actuellement, je lutte contre la jambe païenne, parce que c'est contre le naturalisme dominant, hein, pour aller vite. Des fois, ils ne sont même pas conscients que c'est néo-païen. Il y a plein de chrétiens qui sont écolos. Allez leur expliquer. On leur dit que mon royaume n'est pas de ce monde, et ils sont là à faire l'adoration de la planète. Bon, enfin. Et à mettre les grenouilles au-dessus de la postérité d'Adam. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire l'impasse, parce que les deux sont des moments nécessaires en termes dialectiques. Il y aura toujours la nécessité qu'il y ait une pulsion païenne, je vais dire pourquoi. Et il y aura toujours la nécessité d'un rappel à la logique de l'essence, pour parler chrétienne. Hein, je rappelle que l'essence de la métaphysique allemande, j'aime pas trop. Je ne m'appelle pas Heidegger, je ne vais pas dire 10 mots allemands à chaque truc, mais enfin, je ne suis pas un heideggerien français, je veux dire plutôt, parce qu'Heidegger, lui, c'est normal qu'il parle allemand. Mais c'est vrai qu'il y a une distinction à faire entre l'être sein, c'est l'infinitif du verbe être. Hein, la logique de l'être, la logique de Hegel, c'est le sein. Et la logique de l'essence, c'est Wesen. Or, n'importe quel écolier en allemand sait que Wesen, c'est le participe passé du verbe être, tout simplement. Ça évite des délires métaphysiques. L'essence, c'est l'être passé, c'est l'être disparu, c'est l'être évaporé, c'est l'être envolé. Chez les Grecs, l'être, il n'a pas disparu. Il faut même s'en protéger, il est presque trop là. Apollon m'a frappé. Il est presque trop là. Hein, le bois sacré, on a vu tout à l'heure. Hein, on y entre sans prendre garde parce que les dieux, ils sont partout. Regardez Icare, à peine il s'élève un peu, boum. Hein, alors que nous, Spoutnik, trop. Et oui, les gratte-ciel à New York, la conquête spatiale, ça, c'est pas le monde grec. C'est les flèches des cathédrales, c'est les minarets des mosquées, c'est la transcendance. On est bien d'accord. Hein, je fais toujours la même opposition. Donc, si l'être, c'est l'être disparu, c'est un progrès par rapport à l'être. C'est un progrès que l'être se soit fait absent.
que le Père ait dérobé aux hommes son visage, comme dit Hölderlin, et que Dieu soit devenu le Deus absconditus, le chef-d'œuvre de Goldman, n'est-ce pas, le Dieu caché. Dieu qui se manifeste par son absence, et non pas par sa présence précisément. N'est-ce pas? Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'essence même du christianisme. Mais enfin, ça nous laisse quand même, et c'est là que je réhabilite maintenant le côté païen. C'est que si Dieu, mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire qu'il y a toujours une scission entre la présence et la vérité. Ou bien on a affaire à une vérité mais qui manque de présence, ou bien on est condamné à une présence sans vérité, le monde de Kafka. Donc, le plus grand artiste sans doute de la littérature du XXe siècle, qui a très bien exprimé cette théologie négative, n'est-ce pas? Surtout dans Le Château, son ultime chef-d'œuvre, où le héros, le narrateur K, qui n'est même plus Joseph K, qui est K, n'arrive à s'installer ni au village, ni au château, ni dans l'immanence, ni dans la transcendance, le pauvre vieux, mais dans la navette entre les deux. Bon, et dans la neige, et dans le dénuement. La faiblesse des religions de la transcendance, en l'occurrence ici du christianisme, bien sûr, c'est précisément cette scission que Hegel critique et qu'il appelle conscience malheureuse. Il y a toujours un lien chez Hegel entre la logique de l'essence et la conscience malheureuse. L'essence, c'est-à-dire l'être envolé, l'être disparu. C'est bien, c'est un progrès. Hein. C'est bien qu'on ait vu qu'il n'y a pas de nymphes dans les sources. C'est bien Descartes. C'est bien de dire c'est terminé, ça, le divin, il n'est pas là, il est au-delà. Mais après, il faut le récupérer, le divin. Il ne faut pas le laisser au-delà. Il faut qu'il retrouve son vrai topos. Et son vrai topos, c'est la société humaine. Ce n'était pas la nature. Ce n'était pas les nymphes dans les sources. Et ça, et Gluskar, je me rappellerai toujours que lorsque Gluskar écrivait Les chemins de la praxis, son ultime, c'est son testament, enfin, on regarde bien, il luttait contre Parkinson hein, quand il l'écrivait. Il me téléphonait, j'étais en Afrique malheureusement assez loin, et il me disait, je me frottais les mains à 7 h du matin, je cours au manuscrit, il avait une ivresse de finir. Et il me demandait, parce qu'il n'avait pas eu d'éducation catholique, de son milieu populaire, il me demandait de lui répéter tout le temps le passage de l'Apocalypse, où Jean dit « Et voici descendre à la Jérusalem céleste ». Ça veut dire que même le christianisme ne laisse pas l'absolu dans l'au-delà, mais exprime le salut par le fait que la Jérusalem céleste devient terrestre. Hic et nunc. Et il est même ajouté, c'est ce qui plaisait le plus à Gluskar, et l'époux dit à l'épouse « Viens ». L'épouse, c'est la Jérusalem terrestre. On revient un peu à Gabriel et Henri IV, hein, si vous regardez bien. Voilà, donc je veux dire, tu comprends pourquoi je veux dire je ne peux pas répondre oui d'un côté ou de l'autre. Il y a des irréversibles. Ce n'est pas le monde païen qui a disparu. Je corrige un peu ce que tu as dit tout à l'heure. C'est bien, très bien de se rappeler qu'être moderne, c'est quitter la société substantielle pour la société des sujets. Effectivement, c'est ce qui se passe en gros avec la Révolution française, lentement, progressivement, pas pour tout le monde, plus lentement dans les campagnes. Bien sûr, les campagnes sont assez substantielles et restent encore souvent dans la substantialité. Comme les tantes baissent un crucifix ou bien supplient Saint-Antoine qu'elles retrouvent leur bague. On n'est pas dans le christianisme, c'est pas grave, c'est pas grave. On ne va pas les brûler pour ça. Mais on n'est pas dans le christianisme, on est dans la vieille pensée archaïque, substantielle, où Dieu, on a besoin qu'il soit là, quoi. Dans le crucifix, dans Herbis et Lapidus, dans les herbes et dans les pierres. On n'arrive pas à s'habituer. Pareil chez les orientaux. Hein. Le bouddhisme a été un échec politique parce qu'il était d'une exigence d'abstraction par rapport au brahmanisme. Le brahmanisme, ça s'accompagne tout le temps de rituels de sacrifice, il n'y a que ça toute la journée et toute l'année. Mais par contre, le bouddhisme, lui, c'est un nihilisme total par rapport à tout ça. Eh bien, il a disparu. Il s'est maintenu un peu à Ceylan, à Sri Lanka, excuse-moi, je suis un peu vieux, à Sri Lanka, mais de l'Inde, il a disparu. Parce que le peuple, il lui faut baiser des crucifix. Enfin, le peuple archaïque, substantiel, celui qui est encore dans la nécessité. La nécessité. Ben oui, j'ai vécu très longtemps dans les pays parmi les plus pauvres du monde. On comprend très bien leur superstition. Il n'y a jamais de mort naturelle chez les Africains traditionnels. On est inconsolable à la notion de mort naturelle. C'est inassumable. Si quelqu'un meurt, c'est que quelqu'un lui a jeté un sort. Il y a une raison. C'est pas possible qu'on meure pour rien, pour des raisons contingentes, on va dire, dans la société archaïque. C'est ça la société substantielle. C'est pas géographique. C'est pas celle des Africains et puis nous. Non, non. On est tous
partie du substantiel, et on en a encore pas mal en nous. C'est pas, il n'y a qu'à voir dans les archaïsmes du rêve, par exemple. Mais voilà, je réponds à ta question, je ne vais pas amputer une jambe au profit d'une autre. Il faut apprendre à claudiquer. Il y a se frayer un chemin avec des jambes qui ne vont pas toujours dans la même direction. C'est bon? Merci. On peut les manger?